Hey, j'espère que vous allez bien. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai commencé la cyber, j'avais tout un tas d'idées préconçues et de fantasmes à propos du métier. J'avais cette image du hacker chaotique poursuivi par les services secrets et des enquêteurs traquant les pirates à l'autre bout du globe. Et puis finalement, je me suis rendu compte que la réalité était bien plus nuancée et bien plus intéressante que ça. Mais pour revenir sur les enquêteurs qui traquent des pirates, il y a toujours une question à laquelle j'ai pas répondu. Comment font-ils exactement pour retrouver les traces d'attaque et est-ce qu'ils sont vraiment capables de miner n'importe quel appareil? Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Merci à tous d'être là ce soir. On est très content d'être de retour pour ce nouveau Cybertalk, le 11e de la série déjà. Ce soir, une fois de plus, je suis accompagné de Nubosaurus et de sa belle barbe. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très très bien. Parfaitement. Un peu fatigué, j'avoue. Un peu fatigué. Je crois qu'il y a une certif en poche, non? Très récente là. Oui, j'ai passé le JPT ce week-end. Ah, GG. Bravo. C'était rigolo. Bravo. Impeccable. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, je fais un rappel rapide du concept. Nous sommes deux enthousiastes semi-pro, semi-noob de la cybersécurité avec une montagne de questions à poser à tout plein d'invités. Ce soir, la thématique, ça va être la forensique. Alors, la forensique, le forensique, ça sera d'ailleurs la première question qu'on va lui poser parce que c'est un peu le bordel niveau vocabulaire. Et donc, nous avons un invité expert ce soir qui n'est autre que Xno. Comment vas-tu ? Ça va, je vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Encore une fois, Nubo, félicitations pour ta certification. Une certif que j'ai pas, donc Ah. tu vas me battre. Mais en tout cas, non, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, heureux d'être ici, de répondre à toutes les questions possibles et en espérant pouvoir répondre au maximum de questions. Impeccable. Impeccable. Xno qui nous a annoncé ce soir qu'il ne voulait pas battre le record de BZ Hunt de Brice et Victor et on en est très heureux. J'espère, s'il vous plaît, pitié. Voilà. Non, je confirme effectivement. Je ne souhaite pas battre le record. Merci, c'est très gentil. Alors, donc, on va commencer déjà par te présenter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Tu nous dis un peu ce que tu veux, côté pro, côté perso. Je t'en prie. Ok, dans le coup, bonjour, merci encore une fois. Donc je suis Tristan Manzano, ou connu sous le pseudo Xno sur les réseaux. Et je suis professionnellement, je suis dirigeant d'une entreprise de cybersécurité. Mais je suis avant tout en fait pentester, red teamer et on va dire dans la partie purple, je fais vraiment du red et du blue, tout ce qui est SOC analyst, tout ce qui est analyse forensique, donc comme je disais, du pentest, de la red team. Donc voilà, je fais un petit peu de tout, mais je suis avant tout directeur d'une entreprise. Donc voilà, je fais un peu le mixte des missions. Voilà. Très bien. Impeccable. Eh bien écoute, on va se lancer. On a 3 sujets ce soir autour de la forensique ou du forensique. Le premier sujet, donc la première partie, ça va être les bases de la forensique, tout simplement. On va tourner un petit peu autour du concept et essayer d'attaquer un maximum de notions pour comprendre un petit peu comment ça marche tout ça. Ensuite, on va dériver un petit peu sur tout ce qui est réponse à incident, comprendre comment ça interagit avec le monde du forensique et ce qu'on peut en tirer comme leçon. Et puis pour finir, on va partir un petit peu plus côté Blue Team pour voir de quelle façon est-ce que toutes ces activités, forensique, réponse à incident, ça peut influer sur les activités de la Blue Team et puis le côté défensif de la chose. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée? Est-ce que vous êtes chaud? Pour moi, je suis prêt. De la braise. Avant d'attaquer, j'ai un petit mot. Je veux passer un petit bonjour à Euse. Je sais pas s'il est là ce soir, mais repose-toi, copain. Ah. Voilà. Très bien. Salut à Euse alors. Même chose, salut à Euse et salut à tous ceux qui sont là. Merci et puis repose-toi encore une fois, effectivement. Très bien. J'ai pas suivi, il faudra me mettre au courant. Alors, on va démarrer sur le premier sujet, les bases de la forensique. Et on va commencer avec une question très générale que j'ai annoncée plus tôt. Xno, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit le forensics tout court avec un S sans S, la forensique?
Comment on appelle ce truc-là? Alors, j'ai jamais entendu quelqu'un l'appeler là ou le forensique. On parle vraiment d'une analyse forensique directement. Voilà, on fait une analyse forensique. Après, forensique, tout dépend de si vous le dites en anglais, en français. Bon, il y a, voilà. Ce qu'il faut, c'est voilà, vraiment dire qu'on parle d'une analyse forensique. Après, j'ai jamais entendu quelqu'un le dire la forensique ou le forensique directement. Très bien, il va falloir que je réécrive toutes mes notes du coup et le titre de l'émission. Impeccable. Ok, alors, du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une analyse forensique et est-ce que tu peux nous donner un petit peu les origines, d'où est-ce que ça vient ce domaine-là? Très bien, alors déjà pour expliquer ce que c'est, donc pour faire très simple, donc une analyse forensique dans le domaine de la cybersécurité consiste en fait à effectuer une analyse d'un système d'information après une attaque informatique. Donc c'est une méthode d'investigation en fait, hein. L'objectif est vraiment de pouvoir produire des preuves numériques donc d'une attaque informatique en vue si possible d'une procédure judiciaire ou d'une action interne, tout simplement. Donc pour ça les experts en fait de la sécurité informatique ont besoin de collecter un maximum de données brutes ou parfois altérées, on verra, on en reparlera un peu plus, sur les machines afin de pouvoir reconstituer donc le déroulement de l'attaque, la finalité, les méthodes et essayer de comprendre un peu plus d'où ça vient. Pourquoi, on le sait très bien, mais d'où ça vient, par où c'est rentré, est-ce qu'ils ont laissé des fichiers, est-ce qu'il y a des résidus de fichiers, est-ce qu'il y a une extraction de données ou autre. Tout ça, c'est des choses qu'on peut éventuellement retrouver, donc pas toujours, mais éventuellement retrouver lors d'une analyse forensique. Ok. Ça, c'est un domaine qui est assez large. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe plusieurs types de forensique ? Alors, oui, il existe plusieurs types de forensique, mais avant toute chose, je vais revenir sur la deuxième question qui a été posée, donc d'où est-ce que ça vient. L'histoire en fait donc remonte à très très longtemps, c'est vraiment dans le début des années on va dire 80, on va dire quand il y a eu les premières disquettes, les premiers supports de stockage, tout simplement il y a eu, bon sans rentrer réellement dans l'histoire parce que je suis pas encore une fois expert sur la partie histoire de cette histoire, mais en gros il y a eu, on va dire, des meurtres qui ont été effectués et le meurtrier avait l'habitude d'envoyer des lettres. Et jusqu'au jour, en fait, il s'est dit, mais je vais innover un peu et je vais envoyer une disquette. Voilà. Et en fait, grâce à l'analyse forensique, ils ont pu récupérer des fichiers effacés de cette disquette pour pouvoir retrouver le propriétaire de la disquette et retrouver donc, la personne. C'était un peu l'histoire de pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et depuis quand, on va dire, cette technologie arrive, on va dire, l'analyse forensique est arrivée un peu comme ça. Et à partir de là, ils ont commencé à s'y intéresser de plus en plus et à développer un peu plus l'analyse forensique. Après, pour répondre sur les plusieurs types de forensique, donc en général, on parle de plusieurs types. Donc, on a l'analyse à froid, hein, donc la partie dette forensique. Donc là, c'est vraiment l'ensemble des données du disque qui seront copiées, en fait. Donc, on va faire une copie, un clone complet, donc une copie, ce qu'on appelle une copie bit à bit, pour être analysée sur notre support. Donc là, cette solution, ça permet d'aller assez loin sans avoir à impacter en fait le système existant. En ce modo, on va prendre un disque. On sait que le disque, voilà, il a été attaqué, on va dire, et on va prendre un clone. On va vraiment faire une copie complète de ce disque conforme qu'on va extraire, on va dire, on va l'enregistrer sur un autre support de stockage et on va venir après donc le copier, l'archiver pour pouvoir en fait travailler sur une copie de la copie et pas directement sur le support. Ça évite en fait de pouvoir modifier de données ou autre. Après, on parle aussi de l'analyse à chaud. Donc là, en fait, on va avoir les données du système d'information en fait, seront récupérées directement en cours de fonctionnement. Donc le système va fonctionner, on va le récupérer au fur et à mesure. Donc cette solution permet d'analyser en fait la mémoire vive et les process actifs assez rapidement. Voilà, aussi on peut le faire aussi à froid sur la RAM. Hein. C'est vraiment disque et RAM. Et après, on va parler un peu d'analyse réseau. Donc là, c'est la méthode qui consiste à analyser tout le trafic réseau, détecter, essayer de comprendre l'attaque au niveau réseau. Voilà, c'est à peu près les grandes phases qu'il faut avoir. Donc là, je rentre pas trop dans le détail sur les types, mais dans l'ensemble, il existe ces trois types-là. Enfin, ces trois façons de faire. Alors, comme on est joueur, en fait, je vais te demander de rentrer un petit peu plus dans le détail et de nous donner un petit peu les champs d'application, justement, de la forensique. Tu vois, que ce soit réseau, mémoire, système, ce genre de choses. On va profiter de t'avoir sous notre crochet, là, pour te faire parler un peu. Ça va. Donc, si on prend le cas classique, donc le cas qui est recommandé, effectivement, dès qu'on a une attaque qui intervient dans une entreprise ou autre, en fait, la première chose que va faire un utilisateur lambda qui ne maîtrise pas l'informatique, qui n'est pas du métier, c'est d'éteindre l'ordinateur.
pour dire ah là là, faut pas qu'il y ait de dégâts, faut qu'il se passe absolument rien, faut pas qu'on voie que j'ai cassé le système ou autre, voilà. Alors c'est le comportement qu'il ne faut absolument pas avoir. Voilà, la seule chose qu'on peut arracher, éventuellement, c'est le câble RJ45. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut arracher. On coupe le réseau, on déconnecte le Wi-Fi, on coupe le câble. Ça, c'est voilà. Ce que vous voulez, vous arrivez, vous mettez un coup de hache, voilà, vous coupez le réseau. Le but, c'est que l'attaquant ne se propage pas. À partir de là, une fois qu'on a isolé la machine du réseau, on va commencer à faire des clones complets. Donc, on va faire ce qu'on appelle un dump de la mémoire. Donc, on va vider toute la mémoire RAM dans un fichier, voilà, un fichier de données brutes qu'on va venir stocker donc sur un disque externe en général. Et on va faire pareil sur le disque. Donc si on a un disque par exemple de 500 Go, on va prendre au minimum un disque d'1 Tera qu'on va venir brancher et on va le copier dessus pour en fait avoir les données sans avoir à modifier ou altérer les données de la RAM du disque. Si par exemple on va venir installer un outil pour faire un clone, comme on installe un outil, on a fait du bruit dans la RAM, on a fait du bruit sur le disque, c'est pas bon. Voilà. Donc on ne verrouille même pas sa session, parce que si on verrouille sa session, il peut y avoir du bruit, donc il va y avoir, on va dire, un log qui va apparaître autre. On ne verrouille pas la session, on met éventuellement un gros post-it sur ordinateur pour dire ne pas toucher. S'il y a un message d'avertissement ou autre, on ne le ferme pas. Voilà, on touche vraiment à rien. S'il y avait une clé USB branchée, on la débranche pas. Enfin, on touche à rien. C'est vraiment une scène de crime en fait. On est vraiment, il faut se mettre faut avoir en fait l'image un peu de la scène de crime qu'on peut avoir auprès des forces de l'ordre. On voit un cadavre par terre. C'est comme si on allait nettoyer un peu la pièce et qu'après on appelle la police pour dire oui, il y a eu un crime, vous allez nettoyer. Oui, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, il faut que ce soit propre. Non, voilà, on touche absolument rien. On n'éteint pas l'ordinateur, on n'éteint pas le serveur. C'est ça. Là, c'est une analyse, on va dire, dans les règles de l'art. Voilà, on fait un clone du support complet et on analyse le clone. Voilà, pour faire simple. Et après, on a une analyse un peu à chaud. Donc, on va commencer à bidouiller un peu l'ordinateur au risque de perdre des données ou d'altérer des données. Donc, c'est pas la meilleure solution. Mais bon, des fois, on n'a pas trop le choix. Mais voilà, c'est pas la meilleure des solutions. Après, tout dépend aussi s'il y a l'optique d'aller jusqu'aux tribunaux ou autre. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Okay, et pour la partie réseau, ça va être de l'analyse de paquets, de flux réseau, à condition que l'entreprise fasse le nécessaire pour pouvoir déjà collecter ses flux réseau. Déjà, c'est pareil pour les logs. Hein. Si déjà ils collectent pas les logs, c'est compliqué. Parce qu'une machine qui crache, les logs partent avec. Donc très souvent, on insiste en disant faites des sauvegardes, mais on n'insiste peut-être pas assez pour dire essayez d'envoyer vos logs sur un puits de log ou un serveur de log pour pouvoir les stocker pour une future analyse si besoin. Ça serait les bonnes pratiques à mettre en place partout. Mais bon, après, on ne peut pas demander trop non plus. Ok, alors là, tu nous as parlé des supports physiques ou des domaines techniques où on peut avoir du forensique à faire. En termes de domaine pur et dur, là, on parle essentiellement du coup de forensique informatique, mais tu vois, bêtement, moi en préparant l'émission, j'avais pas forcément de connaissances en forensique, donc j'ai cherché pas mal de trucs et je suis beaucoup tombé sur des trucs de criminalité standard, tu vois, donc des enquêtes classiques, j'ai envie de dire, et j'avais l'impression que tu avais en fait plein d'autres domaines qui étaient touchés par ce genre d'analyse forensique et que ça concernait pas uniquement uniquement l'informatique. Alors, dans le domaine de la cybersécurité, on parle vraiment de l'informatique. Après, encore une fois, ça ne touche pas qu'à l'informatique. Je reprends tout à l'heure l'histoire de la police qui vient. On a la criminalistique qui va venir faire la prise d'empreinte, d'essayer de comprendre s'il est passé par la porte ou par la fenêtre, d'essayer de savoir par où. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'analyse médico-légale, hein, si on peut dire. Donc voilà, ça se fait sur différents supports. Mais là, voilà, comme c'était, moi, je fais vraiment de l'analyse forensique pure, on va dire cyber. Donc c'est vraiment le sujet sur lequel je traite. Mais après, effectivement, on peut en parler sur plein de domaines différents. D'accord. Et je me posais une question, je ne sais pas du tout si tu as la réponse, hein, mais est-ce que les méthodologies, on va dire, de la forensique informatique, ça a été complètement tiré de ce qui existait avant comme méthodologie d'enquête, ou est-ce que tu as quand même des méthodos qui sont complètement différentes? Tu vois, tu nous parlais d'aller arracher le câble RJ45, par exemple. Même si tu peux faire le parallèle avec la scène de crime comme tu l'as fait, ça reste quand même des pratiques qui sont assez différentes. Comment ça se passe, ça? C'est si similaire que ça? Alors c'est assez similaire, ça se ressemble quand même un petit peu, même si effectivement il y a des choses qui se ressemblent pas vraiment, mais si on compare les deux, par exemple, arracher le câble RJ45, c'est d'empêcher que le malware se propage.
Ça serait comme si vous arrivez voilà, vous voyez un tueur arriver, il tue quelqu'un et vous l'enfermez bêtement dans une pièce, vous l'isolez pour dire voilà, je vais appeler la police et faire le nécessaire. L'image est là en fait, c'est une image, c'est vraiment très imagé, mais c'est comme ça. Ça serait un peu la même chose. Il faut vraiment comparer ça. Moi, je compare toujours ça à une scène de crime pour expliquer aux gens, parce que c'est très connu. La scène de crime, on en voit partout, à la télé, dans les films. Donc, on entend toujours les bonnes pratiques. Vous avez touché au verre, vous êtes rentré, vous avez laissé vos empreintes, voilà. Et là, c'est pareil. Il ne faut pas venir modifier les données. On touche vraiment à rien et on attend que les experts passent pour pouvoir faire tout simplement leur dump. Donc ils vont faire un clone de la pièce entre guillemets et l'analyser après à froid et commencer à creuser. Ok. Alors une question peut-être toute bête, mais je me dis que ça peut quand même intéresser. Dans quel cas est-ce que une entreprise, une institution, peu importe, une structure peut avoir à faire appel à des services de forensique? Est-ce que c'est uniquement pour du crime? Dans quel cas ça peut être utilisé? Alors tout ce qui va être après l'attaque informatique en général, donc une attaque informatique reste entre guillemets un crime informatique. Après le but est de savoir vraiment par où le criminel est rentré, comment il a fait. Je donne un exemple très, très bête. Si c'est une attaque par phishing de mail et ransomware, bon, voilà, on va être capable de remonter, de dire voilà, c'est passé par tel mail, potentiellement c'est la session de madame ou monsieur X qui était connecté, donc c'est potentiellement lui ou elle qui l'a ouvert. Voilà. Si par contre c'est... Bon, j'ai rien contre les stagiaires, par exemple, et si c'est le stagiaire qui a branché une clé USB qui s'est dit ah, finalement, j'avais fait une bêtise hier, j'avais été sur des sites bizarres, j'ai téléchargé des trucs, on sait jamais. Voilà, ça va lui permettre vraiment de savoir par où est rentré, on va dire, le malware, tout simplement, et d'essayer de comprendre ce qu'il va faire, parce qu'il n'y a pas que des ransomware dans les malwares, on a plein de choses. Le but est vraiment de savoir ce qu'il va faire et par où il est rentré. Et de dire, potentiellement, on a une faiblesse. C'est-à-dire que si on est capable de brancher une clé avec un malware, peut-être qu'il faudrait restreindre les serveurs ou les postes, ou peut-être qu'il faudrait restreindre un peu ou durcir le système d'information pour que on puisse analyser certaines clés USB avant qu'elles soient exécutées ou branchées. Enfin, voilà. Okay. Ouais, je vais m'arrêter là. Donc, potentiellement, en fait, toutes les entreprises peuvent être concernées, que ce soit du public, du privé. Okay. Tout à fait. Du moment qu'il y a on va dire un crime informatique, donc une cyberattaque, une attaque en général, on fait appel à... Alors il y a beaucoup de personnes qui font quelque chose qu'il ne faudrait pas forcément faire tout de suite, c'est de restaurer les sauvegardes. Ça, malheureusement, on entend tout très souvent, des gens disent on s'est fait attaquer, oh t'inquiète pas, j'ai restauré les sauvegardes. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, dans les années 2000, on avait les premiers vers, les premiers ransomware qui arrivaient, qui commençaient à se faire connaître un petit peu, et on a dit bon, on va restaurer les sauvegardes, j'ai la parade, c'est top. On a commencé à mettre en place des sauvegardes en mode 3-2-1, on s'est dit nickel, on a la solution miracle. Maintenant, ils se sont dit non, on va pas se faire avoir plusieurs fois. Maintenant, ils ont mis en place des sortes de timers. Donc, le malware est arrivé sur le poste et il va dormir. Voilà, il va attendre. Il va attendre une semaine, 2 semaines, un mois, ainsi de suite. Et il va attendre en général d'être sauvegardé. Et puis là, il va se déclencher. Et dès qu'on va restaurer la backup, il y en a, ça arrive, ils restaurent, ils font c'est bon, j'ai restauré. Ah non, en fait, j'ai restauré, mais c'est revenu. Oui, parce que t'as restauré, puis de restaurer à 6-8 mois avant, ou des fois même 1 an, ça aurait déjà arrivé, il me dit j'ai restauré l'année dernière. Ah, j'ai tout perdu par contre. Oui, bon, j'ai porté plainte, mais t'as effacé les traces parce que t'as restauré. Donc on a perdu le disque, on a perdu la RAM, on a perdu éventuellement les flux réseau, les connexions, enfin on a tout. Donc là, on a tout perdu, et tant pis pour eux. Donc je dirais que la bonne chose à faire, avant de restaurer cela, c'est quand même de faire tout de suite un dump dans les règles de l'art, donc de bien faire son dump, de bien faire sa copie, de bien l'archiver, de bien travailler vraiment, d'avoir plusieurs copies de ces dumps pour pouvoir les analyser. Et éventuellement, si c'est une entreprise qui doit repartir très très rapidement, pourquoi pas restaurer les backups, mais pas tout de suite. Voilà, faut vraiment attendre. Vaut mieux perdre 1 journée, 2 jours. Je sais que pour des boîtes, perdre 1 journée c'est énorme, mais vaut mieux perdre un peu de temps et un peu d'argent que de vraiment perdre beaucoup. Voilà, le but c'est pas d'aggraver les choses. Là, si on reprend la scène de crime, c'est comme si vous arrivez, vous voyez un couteau, vous le prenez dans la main, faites ah, c'est peut-être ça l'arme du crime, je vais la poser. Voilà, il y aura vos empreintes dessus. Là, ça va aggraver les choses pour vous aussi. Enfin, voilà, là, le but c'est vraiment de ne toucher absolument rien. On appelle les experts cyber. Un dépôt de plainte, éventuellement, ça va être poussé. Et puis pour prévenir la CNIL si besoin. Enfin, tout dépend du cas. Mais il y a beaucoup de boîtes qui ne souhaitent pas non plus divulguer ce genre d'informations, on s'est fait attaquer, il faut pas non plus le crier sur tous les toits, donc ils vont dire on va faire ça discrètement, on va restaurer, puis ça va repartir. Puis il faut voir, en fait on a restauré, mais on s'est fait avoir, tant pis pour nous, finalement là aujourd'hui on doit être obligé de tout déclarer. Et en fait ils ont aggravé le cas, et là les experts qui arrivent, donc on en a besoin au moins 2 ou 3 semaines, et puis ceci, puis cela, puis ils remettent plusieurs mois avant de repartir. Et ça peut être catastrophique. Donc je dirais qu'effectivement
restaurer les backups n'est pas forcément la bonne pratique. Ou du moins de restaurer tout de suite. Alors, attends, juste une seconde, c'est diabolique quand même l'histoire du malware qui dort. Je t'avoue que j'y avais pas pensé, tu vois. Là c'est évident, tu vois, maintenant que tu me l'as dit, mais tu viens de m'apprendre une saloperie que je trouve atroce, quoi, vraiment. Il y en a de plus en plus, et ce qui est assez intéressant, c'est que ce genre de choses, par exemple, quand on arrive sur certains forums assez sombres, on se rend compte que les gens ils disent bah oui, j'aimerais faire ça, puis en fait ils disent mais non, tiens, prends ce morceau de code là, il fait ça, puis celui-là, puis ils se partagent un peu l'information parce que bon, on a quand même des groupes criminels qui le font, et oui, en fait, le but c'est d'être plus malin, quoi. Donc malgré tout, on peut, enfin. Je devrais pas dire ça, mais il y a certains cybercriminels qui sont extrêmement doués en informatique, qui s'y mettraient toutes leurs compétences dans le bien, on va dire, ça serait des experts cyber incroyables. Ils ont vraiment, ils ont vraiment un talent incroyable. Bon, après, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a quand même qui sont très très bons. Et oui, effectivement, on va essayer d'aller plus loin possible. Donc à chaque fois, ils trouvent une parade. Toujours, ils trouvent toujours mieux, ils trouvent toujours, on va dire, les antivirus, ils arrivent toujours à les contourner, ils arrivent toujours à contrôler les sécurités de Microsoft ou d'iOS ou autre, ou même de Linux. Enfin, voilà, ils ont toujours un coup d'avance, en fait, c'est vraiment un jeu d'échecs, ils ont toujours un coup d'avance, et ils sont diaboliques, effectivement, sur ce genre de choses. Quand on voit des malwares qui sont, c'est pareil, au début, les premiers malwares, c'était du chiffrement symétrique. Donc il y avait une clé qui était dans le programme, donc il fallait faire un peu de reverse, on pouvait récupérer, ça c'était il y a très longtemps ça. Maintenant il se passait par chiffrement de clés asymétriques, enfin il y en a qui sont meilleurs que d'autres, hein. Ça m'est déjà arrivé de récupérer une clé asymétrique, enfin une clé sur chiffrement asymétrique, on en reparlera un peu après si vous voulez lors de l'analyse forensique, mais c'est des cas, ça arrive quasiment jamais, quoi. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie et je pense que j'en aurais pas deux comme ça. Donc c'est... Okay. Voilà. Mais t'as déjà un petit peu répondu à la question que je voulais te poser, mais c'est parce que c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et c'est vrai, quand on parle de cybersécurité, on voit souvent le côté offensif ou complètement le côté défensif. Mais niveau de temporalité, c'est complètement différent que la forensique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment le forensique, ça s'intègre directement dans la cyber, quoi? Alors ça s'intègre dans la cyber, c'est côté défense, côté blue team, et là où c'est très utilisé sur la partie, on va dire, quand on parle de red team, donc on a le côté attaquant, pentester, red team, attention, c'est l'émission de red teaming et l'émission de pentester, faut pas confondre les deux non plus. On va dire, on prend des pentesters et on prend des défenseurs. Le boulot des pentesters, c'est vraiment d'aller pentester les systèmes d'information, trouver des vulnérabilités, ainsi de suite. Et quand on a une équipe de défense, SOC analyste par exemple, ou d'administrateurs réseau et sécurité par exemple, leur boulot c'est de défendre ça. Et ils sont obligés de toucher un petit peu à la forensique, à l'analyse forensique. Donc ils touchent un petit peu à l'analyse forensique parce que on arrive toujours un jour où on est confronté à un ordinateur qui redémarre plus parce que je sais pas, souci, il redémarre plus, t'as les logs, non, je les ai pas, on va essayer de prendre le disque, de le monter, machin. Bon, ils font ça peut-être un peu à l'arrache pour certains, mais tout le monde y touche un petit peu. Et le but, en fait, c'est vraiment d'avoir, c'est lié à ça, tout simplement parce que, comme les entreprises se font attaquer, les entreprises qui ont les moyens de mettre en place des équipes de cyberdéfense, ont des équipes d'analyse forensique en cas d'attaque, sont capables d'aller très rapidement essayer de comprendre l'attaque, par où ils sont rentrés, ainsi de suite. De comprendre ce qui va se passer par la suite pour pouvoir, en fait, entre guillemets, il y a un virus, on trouve un vaccin, quoi. C'est un peu ça. Donc le but, c'est essayer de comprendre ce qui se passe et de parer assez rapidement à ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, les malwares, ils chiffrent pas tout de suite. Donc si on voit un comportement anormal sur une machine, l'analyste va voir un comportement qui est pas normal, il va dire c'est pas normal, on va analyser la machine. L'analyse forensique se met en place, ils sont en train de la faire, et ils découvrent qu'il y a un malware. Maintenant, c'est ok. Que va faire le malware? Donc là, ils mettent en place des protections rapidement pour pas que ça se propage et qu'ils puissent arrêter l'attaque rapidement. Voilà. Donc on a vraiment besoin d'analystes forensiques côté défense. En quoi on peut s'en servir pour justement lutter contre la cybercriminalité? Est-ce que tu peux trouver des preuves précises? Est-ce que tu peux remonter sur des groupes particuliers? Comment ça se passe tout ça? Alors tu peux trouver des preuves précises, alors c'est quand même assez rare, mais tu peux en trouver. Tu peux trouver des preuves précises, tout simplement, tout dépend de la personne derrière qui utilise son système. Si on prend par exemple on va dire des très grands, on va dire des grosses organisations qu'on peut voir aujourd'hui, des cyberattaquants, dont je citerai pas les noms, mais voilà, on peut les voir, ils sont tellement bien organisés, structurés, qu'ils ne laissent pas de traces. C'est-à-dire que même les personnes qui ne sont pas techniques, qui sont soit revendeurs, soit là pour faire de l'arnaque ou autre,
ils sont, on va dire, carrés dès le départ, c'est-à-dire qu'ils laissent pas de traces. Après, on a d'autres personnes qui vont essayer d'attaquer, qui vont laisser des traces voilà, ces traces-là, ils vont les laisser, mais derrière cette de ça, est-ce qu'on va être capable de remonter jusqu'à avec ça? Voilà, tout simplement. On va voir la personne qui va attaquer, je vais donner un exemple, mais la personne toute seule qui va attaquer depuis la box de chez elle, on se retrouve avec une adresse IP, on dit bah tiens, ça prend de chez vous, c'est bizarre, voilà. Soit faut prouver que c'était bien la personne derrière, soit c'était plein de choses, voilà. Soit on a la personne qui a caché derrière une cascade de proxy, un réseau VPN, le réseau Tor, donc un ensemble de nœuds Tor, donc ça peut être plein de choses, donc on peut trouver des preuves, mais c'est très compliqué de remonter directement jusqu'à la personne. Ou du moins de plus en plus compliqué, parce qu'aujourd'hui on a des techniques et puis qui sont partagées sur internet. Donc voilà, tiens, si tu veux te cacher, fais ci, fais ça, c'est très facile, tiens, je te donne un morceau de code. Donc même les gens qui ne maîtrisent rien peuvent utiliser un C2, donc un command and control par exemple, l'utiliser assez facilement et puis se dire bon bah je vais attaquer n'importe quelle boîte et puis je vais pas me faire repérer parce que il fait à ma place. Voilà. Donc c'est de plus en plus compliqué de détecter l'attaquant. Maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, le plus intéressant, c'est d'arriver à sauver son infrastructure. Donc si on est capable de trouver un comportement anormal sur un système, de l'analyser, de comprendre ce qui se passe, d'isoler la machine et d'arriver à dire bon bah là, ok, on s'est fait attaquer, mais ça s'est pas propagé. Ça s'arrête là. Je dirais qu'aujourd'hui, l'analyse forensique a fait son travail, même s'ils sont pas remontés jusqu'à l'attaquant. Après, ça va peut-être aux forces de l'ordre, là, c'est leur rôle à eux de faire ce genre de mission. Mais voilà, une entreprise classique, elle est censée faire son analyse, fait son rapport, elle dit voilà, j'ai trouvé ça, ça se passe comme ça, c'est fini. Après, les gendarmes, effectivement, eux, ils vont bien plus loin. Ils vont jusqu'à arrêter les personnes, s'ils le peuvent. Voilà, après, tout dépend où est-ce qu'ils sont situés, sur le globe et tout ce qui va avec. Voilà, tout dépend aussi après des frontières. Internet n'a pas de frontières, mais le sol français en a. Donc. Très bien. Très bien. Alors. Ça touche un petit peu à la question d'après, qui est un petit peu plus sur le volet légal. Alors, pas sur la légalité forcément autour de tout ça, mais on va dire, est-ce que tu peux nous donner un peu la limite, s'il y en a une, dans une analyse forensique? Est-ce que, typiquement, tu vois, je sais pas, tu es chez toi, tu as acheté des appareils qui t'appartiennent avec une facture, je sais pas, ton téléphone, ta Freebox, si tu es chez Free, ou ce genre de choses-là. Est-ce que tu as le droit de faire des analyses forensiques dessus? Si tu es mandaté par un client pour aller intervenir chez lui, est-ce que tu as le droit de faire de l'analyse forensique sur tous ces systèmes, peu importe le scope? Est-ce que ça se passe un peu différemment, un peu comme en pentest peut-être? T'as un scope qui est défini? Comment ça se passe tout ça? Alors, pour les opérateurs, on va dire fournisseurs d'accès internet, Freebox, Orange, Bouygues, d'autres, techniquement, tu n'as pas le droit de toucher leur matériel. Voilà, t'as pas le droit de faire du reverse dessus, t'as pas le droit de faire un dump, t'as pas le droit. On sait très bien, ils sont fermés sur ça. Là, c'est compliqué, à part d'être mandaté directement par le fournisseur. Voilà, là, ils te mandatent pour un professionnel, mais bon, rarement pour les fournisseurs d'accès. Après, gérer ton téléphone. Bon, si tu lis leur documentation, par exemple, tu prends un téléphone chez Apple, t'as le droit de rien faire. Il t'appartient même pas, le téléphone, ça appartient à Apple, c'est marqué partout. Donc techniquement, tu n'as pas le droit de le jailbreaker, t'as pas le droit de rien faire. Donc je dirais que légalement, t'as pas le droit. Après, Apple ne prouvera jamais que t'as fait une analyse de ton téléphone. Voilà. C'est pareil pour tout ce qui va être Samsung, enfin, tout ce qui va être sur Android par exemple. La plupart du temps, si on lit les conditions, enfin vous savez, les petits documents que personne ne lit en général, c'est marqué que tout ce qui touche à l'intégrité du système, machin, bon. Voilà, on n'a pas le droit. Mais après, il faut prouver que ça a été fait, il faut prouver que, je sais pas, on prend Samsung, s'ils disent oui, je sais que monsieur X, il a fait sur son téléphone perso chez lui un soir à 21h ce qui s'ennuyait, ils ont vraiment pas que ça à faire. Donc, je dirais que légalement, sur le téléphone, le produit, voilà, on s'en fiche, c'est pas légal. Après, si on en parle à quelqu'un qui connaît vraiment la loi sur cette partie-là, que moi je le maîtrise moins, la partie juridique, si quelqu'un connaît vraiment la loi, il va forcément nous dire que oui, on a le droit, on n'a pas le droit, et trouvera toujours une parade pour dire qu'on peut ou on peut pas. Là, je peux pas répondre sur cette partie-là, réellement, c'est la partie juridique. Mais après, voilà, moi j'ai déjà fait une analyse sur mon téléphone, je le cache pas, juste pour apprendre, parce que c'est par curiosité. Il nous faut du matériel, je prends un vieux téléphone, je l'analyse, je fais un dump, je commence à regarder. Voilà, faut bien apprendre sur du matériel. Mais bon, après, sur des routeurs, non, je l'ai jamais fait. Après, sur la partie légale, je dirais en entreprise où, je sais pas, je prends un exemple, on achète un PC sur le bon coin, où on nous donne un PC, où on trouve, on l'a déjà tous su quasiment, on a trouvé un vieux PC à la poubelle, on se dit tiens, on arrive, un disque dur, on le prend, puis on regarde un peu ce qu'il y a dedans, on commence à fouiller un peu, on commence à regarder si on n'a pas des fichiers récupérés ou autre. Ça, enfin,
faut prouver quoi. Mais derrière, faut pas revendre les données. La partie légale, c'est que voilà, on peut avoir des données sur une personne, mais légalement, faut pas les divulguer, faut pas les vendre, faut pas les monnayer quoi. Moi ça m'est déjà arrivé des fois de trouver des disques ou des clés USB, des machins. Tu les branches d'abord en sandbox, voir un peu ce qui se passe, tu regardes, tu fais ok, il n'y a rien. Je les branche sur un PC dédié au forensic, je commence à faire mon analyse, je récupère plein de fichiers, des photos, des machins, et je dis ah c'est cool, il y a une personne qui était en vacances l'année dernière, et puis ils ont fait ça, et puis on retrouve des RIB, on retrouve des chèques, on retrouve des machins, enfin plein de choses. Mais bon, ça s'arrête là, et puis après je wipe le disque et c'est fini. Et faut le garder pour soi quoi. Je dirais quand c'est cette partie-là. Et en entreprise, bah c'est encore différent parce qu'en entreprise on est sous la responsabilité de l'entreprise, donc c'est les données qui appartiennent à l'entreprise. Donc quand on commence à faire une analyse forensique au sein d'une entreprise, bah, si on récupère des données d'une entreprise, bah, voilà, ça appartient à l'entreprise. Donc là, il y a vraiment un contrat, c'est aucune divulgation, on ne garde pas les données, on assure la destruction des données par la suite. Enfin voilà, ça c'est tout est bien cadré quand même derrière. D'accord. C'est ok. Alors c'est intéressant parce que tu vois, il y a eu pas mal de choses sur ce sujet-là, on va dire, sur YouTube ces dernières années. Je pense aux 3 vidéos de Micode sur les disques durs du Bon Coin, par exemple. Je sais pas si oui, par exemple, c'est un très bon exemple, c'est très bien expliqué ce qu'il a fait. Et on voit bien que légalement, c'est complètement dans le gris, en fait. Il a le droit d'acheter les disques, ensuite ils lui appartiennent et tout, mais après, tu sens bien qu'il y a une grosse zone grise en plein milieu qui est... Il y a une zone grise parce qu'en fait, le disque physiquement t'appartient, mais les données qui étaient dessus ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à son propriétaire qui l'a mal effacé. Donc après, encore une fois, la Micode, ce qu'il a fait, c'était... moi, j'ai apprécié ces vidéos. Je trouve que c'était bien expliqué, c'était bien fait pour quelqu'un qui ne comprenait pas trop, qui maîtrisait pas trop le sujet. Très bien expliqué. Et après, il a partagé publiquement des informations où il a expliqué ce qu'il faisait. Et là, c'était un peu dans la zone grise, effectivement. Au niveau du métier, enfin du domaine en lui-même, depuis que tu exerces toi, est-ce que tu as remarqué des changements, des évolutions dans les technologies, dans la pratique, etc. Et question qui est forcément liée, est-ce que ça a été influencé avec tout ce qui s'est passé dernièrement, par exemple avec l'IA, avec tous les GPT à toutes les sauces, le big data, etc. Est-ce que tout ça c'est une influence sur l'analyse forensique? Alors, pour la première question, donc oui, effectivement, l'analyse forensique a évolué parce que les systèmes d'information évoluent. Moi, ma première analyse forensique, je l'ai faite sur un Windows XP et j'avais 14 ans, quoi. Donc, et je savais même pas que ça s'appelait l'analyse forensique. J'étais super content, j'avais effacé des fichiers par erreur et je suis arrivé, j'ai dit, oh, j'ai tout perdu, puis j'ai commencé à creuser. Et je fais, on peut potentiellement récupérer des données. Et j'ai utilisé un outil. Et je dis, ah, c'est superbe ça. Mais donc, c'est bien. Mais comment ça marche en fait finalement? Parce que elles sont censées être supprimées, j'ai vidé ma corbeille, j'ai formaté ma partition. Enfin, après, j'ai vraiment fait des tests. Et j'ai dit finalement, même après un formatage, on peut récupérer des données. On met des fichiers dans la poubelle, on vide la poubelle. On peut les récupérer. Comment ça se passe techniquement sur le disque? Et là, ça a été un volcan dans ma tête. Je fais, mais waouh, c'est génial, on est dans un monde incroyable. Et là, on s'en dit, quand j'étais plus jeune, je regardais les experts. Je fais, mais c'est pareil, en fait, on est en plein dedans. Enfin, c'était vraiment incroyable de dire, j'ai réussi à récupérer des données. Donc j'ai commencé à creuser. À l'époque, on avait quand même des systèmes qui étaient c'est très bien fait quand même, à niveau Windows XP qui était assez bien fait, mais on parlait pas encore de chiffrement de disque, on parlait pas de conteneurs chiffrés comme à la TrueCrypt ou VeraCrypt par exemple, on parlait pas de tout ça encore. On essayait juste de dire on chiffre nos données un petit peu, voilà, c'était assez facilement récupérable, mais ça marchait assez facilement, c'était assez simple. Puis après ça a commencé à évoluer, les systèmes de fichiers ont évolué, ils ont commencé à se journaliser, ils ont commencé à chiffrer directement aussi le système. On prend un macOS maintenant qui est chiffré par défaut par exemple, on peut chiffrer avec du BitLocker un système Windows, du Lux avec un Linux par exemple. On se dit maintenant les données sont chiffrées, comment on peut les récupérer? Voilà, ça a quand même bien évolué et il a fallu effectivement évoluer avec. Donc les outils ont évolué, les méthodes ont légèrement changé, enfin rapidement on va dire, mais la technique reste la même quoi, plus ou moins. Il faut juste se maintenir à jour sur le fonctionnement d'un système, que ce soit un Android, que ce soit un PC, du Mac, du Windows, du Linux ou autre quoi. Et justement, donc pour aller plus avant dans la question, l'IA et le big data, est-ce que ça change l'histoire ou pas? Alors le big data, ça change l'histoire, oui, parce que d'un coup, d'où son nom, c'est beaucoup de données. Donc une fois qu'on a des données qu'on peut corréler assez rapidement, on peut récupérer quand même des informations. Donc pas directement sur du forensique, mais on peut récupérer quand même beaucoup d'informations. Après l'IA aujourd'hui,
bon, on entend parler à toutes les sauces, hein, mais de là à essayer d'avoir un comportement assez humain, l'IA, il va juste faire un comportement classique. Enfin, pour l'instant, j'ai jamais entendu parler d'une IA, même ChatGPT, qui soit capable de faire une analyse de bout en bout, parce qu'on parle d'analyse, mais l'analyse, c'est quand même assez complexe. C'est-à-dire que déjà, il faut faire un dump propre du système, donc déjà, il faut demander à l'IA d'aller se connecter et de faire un dump. Donc qui va générer du bruit lorsqu'il va se connecter par exemple, enfin ça serait possible mais ça serait un peu loufoque. Après de ce dump faut l'analyser, enfin faut le copier, faut l'archiver, faut l'analyser, enfin ça serait assez compliqué. Je me dis qu'un jour ça peut être possible, pourquoi pas avec l'évolution de l'IA, mais pour l'instant on peut se faire aider peut-être de l'IA sur certains sujets, mais pas de l'analyse au complet. C'est justement, ça nous amène sur la question suivante, c'est on sent bien que tu as la passion, hein, c'est quelque chose qui te tient depuis longtemps, mais en plus du forensic, c'est vrai que tu fais du red team, tu fais du pen test, etc. Mais est-ce qu'on peut aussi déterminer que c'est un métier à part entière finalement? Ah bien sûr, oui, c'est un métier à part entière. Il y a des personnes qui font que de l'analyse forensique. Moi je fais, ma passion c'est l'informatique en général, donc je touche à tout. Je suis même développeur du dimanche comme on dit, hein. Je développe des petites applications, des petits scripts, je touche à plein de langages, enfin, c'est vraiment par passion que je fais de l'informatique, que ce soit du système, des réseaux, du forensique ou autre. Mais après oui, c'est un métier à part entière. C'est comme le métier de pentester qui est un métier aussi à part entière, le métier de red teamer, on a des gens qui font que de la red team, on a des gens qui font que du SOC analyst, on a des gens qui font que du système, que du réseau. J'ai vu des gens, ils me disent moi je ferai rien d'autre que de l'administration système. Voilà, ils adoraient ça. Et voilà, donc c'est vraiment un métier à part entière. Aujourd'hui on a des gendarmes par exemple qui sont dédiés à faire que de l'analyse forensique. Voilà. Mais alors comme c'est un métier à part entière, j'imagine qu'il y a des spécialisations. Il y a des gens qui bossent que sur un domaine spécifique ou sur des attaques spécifiques, etc. Alors, j'en ai jamais rencontré, mais j'ai eu des gens qui travaillaient par exemple que sur des téléphones. Ou des gens qui me disent moi je travaille que sur des systèmes des PC ou des serveurs et pas de téléphone. Il y en a qui me disent moi je fais que du réseau. Donc j'ai aussi rencontré des gens qui se spécialisaient vraiment, partie téléphonie par exemple qui est une partie assez incroyable mais qui se sont spécialisés. Parce que ça demande aussi beaucoup de connaissances sur la partie téléphonie, mais ils sont spécialisés. Après, dans l'ensemble, voilà, j'ai jamais vu quelqu'un qui soit vraiment axé sur un truc bien précis. D'accord. Ça doit exister, hein, mais j'en ai jamais rencontré. Il y a plusieurs fois, évidemment, la gendarmerie, la police, ça revient en fait dans la conversation. Parce que toi, tu as des contacts avec des gars qui font du forensic informatique en gendarmerie, police? Alors j'ai été contacté une fois ou deux par des gendarmes pour répondre à des questions sur on est sur une affaire de cyber et voilà, ils avaient besoin de plus d'informations. J'aurais dit moi première vue, ils m'en ont pas trop dit ce qu'il y avait une enquête quand même. Mais ils m'ont dit voilà ce qu'ils avaient fait rapidement. J'ai dit est-ce que vous avez regardé cette partie-là, voilà, ça s'est arrêté là. Mais sinon non, j'ai jamais été contacté directement par la gendarmerie pour ce genre de choses. J'ai jamais eu de gendarme qui a appelé pour me dire oui tu peux venir nous aider pour ça, voilà. J'ai juste été appelé entre guillemets en off sur une personne qui m'a appelé une fois ou deux pour me poser 2-3 questions ou même me dire tiens j'ai vu ça, c'était intéressant, est-ce que tu peux m'en dire plus? Je sais rien à voir avec une mission en cours, mais juste par curiosité il m'appelle, ça m'est arrivé une fois ou deux, oui. D'accord. Alors, je prends juste un petit peu de recul justement sur le métier en général. Encore une fois, on voit bien que tu es un passionné et que tu as commencé très tôt à bidouiller un petit peu sur les disquettes et tout. Mais dans le sens global, qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour devenir analyste forensique? Alors, comme compétence, je dirais que c'est assez... il y a beaucoup de systèmes déjà. Ça, comprendre le hardware déjà, comment fonctionne l'ordinateur, donc la RAM, le processeur, le disque dur... comment tout ça fonctionne à l'intérieur. On prend l'ordinateur, on les ose, on dit voilà ça c'est de la RAM, comment ça marche, ok, le disque il est comme ça, comment ça fonctionne, on prend chaque partie de l'ordinateur et on doit savoir comment ça fonctionne. Après aussi comprendre le fonctionnement des systèmes d'exploitation, comprendre comment fonctionne le kernel, comment il interagit avec le disque, comment il interagit avec le process, avec la RAM, avec le CPU, enfin la totale. Et après bien maîtriser aussi les systèmes d'information en général, mais après avoir les connaissances sur du Windows, du Linux, savoir où chercher par exemple sur un Windows,
on sait que si on a besoin d'informations sur les profils utilisateurs, on va commencer à se rediriger un peu vers la base de registre. Si on a, voilà, il faut connaître un peu comment fonctionne Windows 6, le fonctionnement de chargement de Windows, le kernel, le WinLogon et tout ce qui va avec, les services, la base de registre. Pareil pour du Linux, pareil pour du Mac, il faut savoir où chercher. C'est vraiment un labyrinthe, en fait, on part d'une base. Et voilà, on fait un dump, on se dit ok, qu'est-ce qu'il y avait, ok, il y a ça et ça qui est lancé, peut-être que ça peut être ça, donc on commence à aller s'éparpiller un petit peu. Et après on commence à avoir plein de pièces du puzzle qu'il faut arriver à remettre en ordre. Donc je dirais qu'il faut avoir une très bonne base en système, ça c'est sûr, et puis maîtriser un peu le hardware. Okay. Après la partie réseau, si on veut faire du forensic réseau, bien sûr il faut maîtriser le réseau, savoir que tiens tel paquet il est arrivé, il est parti là, ça c'est ça, ainsi de suite. Mais là c'est voilà, je connais des gens qui font du forensic système, voilà, mais pas de réseau par exemple. Ils me disent non moi j'interviens que sur les systèmes qui ont été compromis. Voilà. Dès que ça touche un peu le réseau, pur réseau, parce qu'après on a quand même les connexions réseau qui sont lisibles depuis la RAM, mais dès que ça touche du réseau pur, voilà, ils n'y regardent plus. C'est juste une petite question, parce que quand tu fais du pentest, c'est vrai que assez souvent tu te retrouves avec une mission d'une semaine par exemple, mais là ça peut pas être de la même façon, puisque tu te retrouves à devoir faire une analyse, tu sais d'où tu pars mais tu sais pas jusqu'où tu vas, et en général ça prend combien de temps à peu près? Enfin, est-ce que dans tes contrats, ça peut être, t'as un contrat pour, faut régler le problème, ou est-ce que t'as quand même une deadline, il faut que ce soit fini au bout de 5 jours, quoi? Alors je dirais que tout dépend des contrats. C'est-à-dire que déjà, si, en général, nous on pousse toujours l'entreprise à aller déposer plainte, obligatoire, pour pouvoir bénéficier, s'il en a une assurance cyber, ou de ses assurances en général, s'il en a aussi, après tout se passe sur le côté assurance, mais et puis derrière, si gendarmerie, s'il y a un dépôt de plainte, voilà, pendant X temps on n'y touche pas, et on fait notre boulot, si on arrive, on va dire voilà, non, on peut plus aller plus loin, on a vraiment creusé tout le sujet, voilà, on peut pas aller plus loin que ça. Maintenant, il faudra laisser peut-être d'autres supports pour essayer de chaîner un peu les dumps, et d'essayer d'aller voir plus large. Mais tout dépend en fait de la mission, tout dépend de l'attaque, tout dépend de l'ampleur, tout dépend de la perte aussi d'argent de l'entreprise. Hein. Si elle perd 1 million par jour, on va se dire oui, mais attends, si moi je m'arrête un mois, voilà, je perds 30 millions au mois. Voilà, non, mais ça dépend de plein de choses. Mais ça prend du temps, et ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut se compter en semaines, en mois. Voilà, ça peut aller très loin. Après, ça peut aller très vite. Hein. J'ai fait une analyse forensique un jour, ça m'a pris 3 jours. Voilà, et bon, ils n'ont pas été jusqu'à la partie juridique. Ils m'ont dit c'est bon, on a retrouvé le coupable, on est le coupable, c'était fini. Et je dis voilà, bon, maintenant la preuve est là, et le coupable a dit oui, bon, bah, c'est moi, point barre, ça s'arrêtait là. Donc ça dépend vraiment des sujets en soi. Là, quand tu racontais l'histoire, j'avais vraiment l'image du Cluedo avec le colonel Moutarde dans les escaliers. C'est à peu près ça, oui, c'est à peu près ça. Ok. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Tu avais commencé à parler du métier, enfin, du métier vraiment d'analyste SOC et des compétences. Si jamais, donc, imaginons, je suis un jeune analyste en devenir. J'ai envie, alors j'ai quelques bases, ok, j'ai quelques bases en informatique, un peu de réseau, un peu de dev, un peu de Windows, de système, etc. Comment est-ce que je fais pour rentrer vraiment dans l'analyse forensique, apprendre pas à pas? Est-ce que tu as des plateformes à nous conseiller, des sites, éventuellement un chemin, genre par quoi est-ce qu'on commence ou est-ce qu'on bifurque? Alors, moi, je vais vous donner mon expérience avant tout. Moi, j'ai commencé moi-même dans mon coin parce que j'ai fait l'erreur de formater une clé. Voilà, je l'ai perdue, puis j'ai commencé à creuser. Donc ça, c'est là où ça m'a donné envie d'aller creuser. C'est là où j'ai découvert l'analyse forensique. Et après, effectivement, on peut pas avoir tous les supports. Je veux dire, des fois, on a besoin de s'entraîner sur de l'iOS. Donc sur un iPhone, sur un Android, sur un Mac, un Windows, un Linux, enfin, là, on peut pas toujours monter un lab et se faire quelque chose. Donc je me suis entraîné aussi très souvent sur des plateformes comme Hack the Box par exemple, qui proposent des challenges de forensique qui sont très très intéressants, qui sont très variés. Donc voilà, Hack the Box par exemple est une très bonne plateforme pour pouvoir former les personnes qui veulent faire du forensique. Et l'avantage c'est que sur Hack the Box, ils ont tout le temps qu'ils veulent. S'ils mettent 6 mois à résoudre un challenge, c'est pas grave, ils sont pas pressés par le temps. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est d'apprendre à faire les choses en fait correctement, dans les règles de l'art. C'est-à-dire c'est que si demain on arrive je sais pas, la personne souhaite vraiment devenir analyste forensique et puis elle trouve un boulot,
première mission d'analyse forensique, elle arrive, elle fait oh c'est sympa, et puis je dis une bêtise, elle installe un programme pour faire un dump du disque. Voilà. Juridiquement, ils peuvent se dire bah ouais, vous avez installé les données, vous avez peut-être altéré le disque, vous avez peut-être. On sait pas. Il peut y avoir plein de choses. En fait, c'est vraiment de faire les choses dans les règles de l'art. Mais après, effectivement, on a plein de plateformes. Hein. On a, je vous dis, moi, on a Xbox qui est très très bien. J'ai fait quelques challenges sur Rootme aussi qui étaient pas si mal. Mais on a pas mal de challenges. Et puis on a pas mal on va dire, de francophones qui font du forensic, qui peuvent aussi, voilà, pousser un peu les jeunes à faire du forensic, quoi. Je vois des bêtises passer dans le chat. Il faut crypter les données digitales en MD5, pas mal. Oh. Oui, alors pour l'anecdote, parce que quand on fait l'analyse forensique, on retrouve toujours des choses assez bizarres. Et quand on arrive sur un jour, je suis allé sur une analyse forensique, et effectivement, on retrouve des documents. Et en fait, il y avait une espèce de to-do list à faire. Et dit ouais, pensez à crypter les disques. Donc un des administrateurs qui a dit pensez à crypter les disques. Oui, d'accord. On va crypter les disques s'il veut. Donc il avait mis en fait, je pense il a pas compris le principe de crypter chiffré, mais il avait marqué crypter disque. Et puis après, quand on commence à lire quelques mails qui étaient stockés, on dit oui, faut qu'on pense à crypter les disques. Et puis ouais, on va. Ah, t'as suivi des cours en cryptomontage, quelque chose. Enfin, c'est parti dans un délire très très loin. Et en fait, je suis. Bon, ces gens-là, ils ont besoin d'être aidés. Voilà. Et on sent que voilà, c'était des administrateurs qui maîtrisaient pas vraiment le sujet. Et c'était bon, à la fin, on leur dit voilà, donc crypter, ça ne veut absolument rien dire. Voilà, on parle de chiffrer, déchiffrer ou décrypter. Et puis voilà, le chiffrage des disques, c'est pareil. On dit pas ça comme ça, et puis encore moins le cryptage, et puis encore moins le cryptomontage, et encore moins crypter avec du hash ou autre chose. Enfin voilà, non, il y a des algorithmes de chiffrement et il y a des hash, voilà. Le vocabulaire, c'est important. Très bien. Et mais il y a beaucoup d'abus de langage parce que bon, effectivement, on a beaucoup de personnes aussi qui veulent apprendre par eux-mêmes, qui des fois se renseignent sur Internet, et puis on a des personnes qui vont traduire du texte d'anglais en français, et puis ils arrivent puis Google Trad, puis à dire bon, ça a été crypté, ou on a des fois, j'entends très souvent le HNTLM. Non. Alors, c'est HNT ou HLM, et puis voilà, on a l'algorithme, enfin, la fonction de l'achat GNTLM. Enfin, tout ça, il y a un abus de langage parce qu'on l'entend très souvent, on le voit très souvent, et malheureusement, ça commence enfin, malheureusement, il y en a de plus en plus qui le disent, ou j'entends de plus en plus, et on entend aussi des gens qui me disent ouais, non, mais c'est commercial, faut le faire. C'est comme le digital. Je travaille dans le digital. Oui, non, alors non, tu travailles dans le numérique. La science des doigts. Exactement. Bah, moi, digital, à part pianiste, guitariste, proctologue, je connais pas beaucoup de métiers. Très bien. Du moins en France. Mais oui, effectivement, voilà, il y a des termes à utiliser. Il faut utiliser les bons termes. Et puis voilà, je sais qu'effectivement, il y en a beaucoup qui veulent apprendre par eux-mêmes et qui, des fois, parfois lisent certains blogs ou certaines solutions qui peuvent être assez intéressantes. Et puis, bon, des fois, c'est mal traduit, mais c'est pas très grave. Le principal reste quand même de comprendre exactement ce qu'on fait. Et après, le vocabulaire, voilà, ça peut s'apprendre après. On fait une fois, puis dès que quelqu'un fera la remarque, on dira j'y penserai. Et la prochaine fois, j'arrêterai. Exactement. C'est important, mais faut pas que ça fasse non plus gatekeeper. C'est vrai que quand on voit certains des fois qui s'acharnent sur le vocabulaire, tu dis bon, ça va, le gars il avait juste dans ce qu'il disait à côté, soit cool. Quoi. Ouais, c'est un peu mon défaut parce que je suis très, en tant que grand passionné, il faut vraiment que tout soit cheval, que tout soit. Alors je peux pas être bon partout non plus, comme tout le monde, hein, mais il y a certaines bases qui sont difficiles à entendre par moment. Voilà, je sais pas, il y a des choses, j'ai du mal quand même. C'est pour ça. Mais bon, après. Bah, tu vois, alors, typiquement, crypter, décrypter, alors j'en rigole, mais en vrai, ça me gêne pas tant que ça parce que la confusion avec l'anglais est très facile à faire. Digital, c'est tellement passé dans le langage courant que j'ai l'impression que c'est un peu peine perdue. Par contre, ce que tu disais sur le HNTLM, par exemple, je trouve ça très intéressant parce que, notamment pour tout ce qui est Kerberos, c'est déjà assez compliqué comme ça avec plein d'acronymes dans tous les sens. Quand tu commences à faire des abus de langage, après voilà, il y a des gens qui se sont mordus les doigts de. Je sais plus quelle avait été l'erreur, mais il y a des tickets TGS qui ont fusé en meet-up Hack the Box et c'était rigolo, quoi. Voilà. Ouais, non, il y a beaucoup d'abus de langage pour certaines personnes, et puis il y en a des fois qui sont sûrs de. La dernière fois, il y a eu un débat qui a fait scandale sur LinkedIn, c'était hacker vs pirate. Donc
On dit mais c'est pareil, c'est la traduction, si tu traduis un hacker c'est un pirate. Je fais d'accord, donc t'as des hackers de l'air, t'as des hackers des mers peut-être. Tu dis en anglais, je sais pas, tu prends le film Pirates des Caraïbes, en anglais c'est Pirates of the Caribbean, ça c'est pas Hacker of the Caribbean, ça c'est bon pour moi c'est l'image en fait, c'est effectivement c'est un mot qui a été détourné, mais le hacker c'est avant tout le passionné, c'est un gentil, il fera jamais de mal entre guillemets. S'il fait du mal, il passe côté pirate. Pour moi c'est un peu c'est un peu la définition que je donnerais, et puis bon après on a pas mal de choses qui passent dans plein de livres, dans plein de forums, et puis on dit ouais non mais un hacker c'est un pirate. Bon, j'arrête de me battre avec ça, c'est pas grave, mais quand on me pose la question je vais me donner mon avis et voilà, après des fois ça fait scandale, bon, j'arrête là. Putain, Hacker des Caraïbes, c'est une super idée, tu sais que tu es en train de leur donner l'idée, là c'est le prochain épisode, hein, je suis sûr, certain. Mais non mais c'est le mot pirate en anglais, il existe vraiment, c'est un vrai mot, donc le mot hacker est certes un dérivé, mais on dit bien un hacker on dit pas un hacker de l'air, on dit un pirate de l'air. On dit un pirate des mers, on dit pas un hacker des mers, tu vois. Et puis le hacker, avant tout, c'est quelqu'un qui est passionné, qui essaie de comprendre, de détourner, on va dire, une fonction de quelque chose. Enfin, voilà, si on prend la définition, en fait, hein. Exact, voilà, c'est du bidouillage. C'est vraiment quelqu'un qui essaie de comprendre comment ça fonctionne, qui va le bidouiller pour dire ça marche pas, mais non, ça marchera pas. Si, on va réussir à le faire parce qu'on veut bidouiller, parce qu'on veut prouver que ça marche, qu'on peut faire plein de choses. Je veux dire, Richard Stallman avait une fameuse phrase qui disait c'était faire cuire des pâtes dans l'eau, c'est du hacking. Voilà. C'était il dit je prends ma roue, je m'en sers comme qu'elle porte, j'ai hacké ma roue. Voilà, c'est des trucs bêtes, mais il dit le constructeur de la roue, il l'a pas créé pour caler une porte, il l'avait créé pour faire rouler une voiture. Donc les définitions sont importantes, et étant donné que je suis un grand fan d'histoire informatique, parce que je considère que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, comme on dit. Donc étant passionné d'histoire d'informatique, tous ces termes-là sont pour moi très importants. Mais après ceux qui disent tout et n'importe quoi, ou qui pensent, ou qui on en débat, aucun problème, avec plaisir, j'en discute. Hein. Très bien. Bon, on va refermer cette parenthèse langage. Ça me va. Très bien. Alors, où est-ce que j'en étais? Attends, je reprends la question rapidement. Oui, ok, donc on parlait plateforme, etc. Il y a autre chose qui est super important dans nos métiers de cyber ou même d'IT en général, c'est la veille techno, tout ce qui est veille techno. Est-ce que côté forensics, c'est comme partout la même? Est-ce que tu as des nouvelles techniques qui sortent un peu tout le temps, il faut veiller, etc. Comment est-ce que tu organises ça quand tu es un jeune analyste? Alors oui, il faut toujours suivre un peu l'évolution de chaque produit, l'évolution de chaque système. Il faut aussi regarder un peu les nouveaux outils qui peuvent arriver. Parce que des fois on a des outils qui sortent parce que quelqu'un n'était pas très content d'un outil, alors il dire moi je vais créer le mien qui sera mieux, bon il va réinventer la roue, pourquoi pas, si sa roue est meilleure. Donc il faut toujours essayer de rester un peu à l'affût de ce qui peut se passer, comment ça fonctionne, de découvrir ces nouvelles techniques. Peut-être qu'un jour on va être bloqué sur une analyse, je peux pas aller plus loin, puis peut-être qu'en fait avec une technique qu'on aura appris, on va dire j'ai pu creuser un peu plus loin finalement grâce à ça. Donc oui, je dirais qu'il faut quand même rester un peu à l'affût, et puis prendre des notes en fait, prendre des notes sur plein de choses, comme tout en fait, faut prendre des notes, les garder, pratiquer de temps en temps. C'est comme le pentest. Si on prend un pentester et que pendant 6 mois on l'arrête complètement, il va revenir et dire bon alors attends, je me suis peut-être perdu. Bon, il aura encore ses bases forcément, mais au bout d'un moment il risque d'être perdu s'il fait plus de veille. Il faut quand même faire un minimum de veille, effectivement. Il y a deux petites questions sur cette veille justement. Comment tu procèdes toi? Quelle plateforme tu utilises ou quel blog, etc. Et est-ce que c'est vraiment faisable de rester à jour techniquement? Rester à jour techniquement à 100%, non. Je veux dire, ça évolue tellement dans le monde que c'est compliqué, c'est très compliqué. Par contre, on peut quand même rester à un certain niveau assez, on va dire assez sympa. C'est-à-dire, le but c'est pas de tout perdre non plus. Mais les blogs, j'en ai pas spécialement. Je regarde un peu sur internet, je regarde un peu ce qui se passe. Quand il y a un outil qui se met à jour, je regarde ce qui a été modifié, ce qui a été mis à jour. Voilà, c'est vraiment. Des fois, je me fais un petit challenge aussi quand il y en a un qui arrive. Quand il y a des CTF, je fais des challenges aussi. Enfin là, j'hésite pas à me maintenir à jour aussi avec ce genre d'événement. C'est pour moi important. De pas être rouillé le jour où j'arrive réellement en cas réel, j'arrive en mission, j'ai pas fait ça, ça y est, les données sont pourries. Voilà, c'est du one shot en fait, on a qu'un coup, et si on vient à modifier les données ou à les perdre, ça peut être problématique. Alors
on va sauter du coq à l'âne, on va essayer de te secouer un petit peu ce soir. On va revenir sur le côté engagement, un petit peu comme le pentest. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, d'habitude, en pentest, souvent, c'est des missions de 5 jours, ce genre de choses. Comment ça se passe quand tu as un contrat en forensic? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, sans nommer les choses, évidemment, forcément, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans le contrat ou dans la lettre d'engagement? Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Alors, pour donner un cas réel, ça m'est arrivé il y a quelques temps. On m'a appelé vers 6h30 du matin et on m'a dit j'ai un problème, j'ai plus d'informatique qui traîne. Donc c'était une boîte qui faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par jour. Donc qui commençait à être énorme, qui a des sites partout dans le monde. Et ils m'ont appelé, donc je suis arrivé. Il devait être 7h, 7h30, donc j'avais d'autres analystes avec moi, je suis pas le seul, parce que quand on a une boîte de cette taille-là, forcément il faut avoir plusieurs analystes en général. Et là, donc on a les responsables qui sont en stress, on arrive fatigué, je vais prendre un café, non, attends, je vais prendre un café, 2 minutes, on essaye de se poser un peu déjà, parce que quand tu as une entreprise qui perd des millions, forcément, bon, ils sont sous les nerfs, enfin ils sont sur les nerfs, hein, c'est... Voilà, ils sont comme ça. Mais tout le monde aura géré tous comme ça. Moi, si demain ma boîte perdrait plusieurs millions par jour, j'ai non mais fait quelque chose quoi. Enfin, faut se bouger. Et après, ils font signer effectivement des documents confidentiels. Ce qui va se passer là, ça sort pas, ça reste là. Il y a des juristes, il y a des machins, il y a des avocats, tu vois. Il y a un document qui est signé. Donc après, c'est effectivement ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Donc effectivement, on va garder les données, les extraire, les revendre. Destruction de données, de pas diffuser ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, ce genre de choses quoi. De façon, là je simplifie vraiment beaucoup, hein, mais c'est vraiment bien plus complexe que ça. Mais après on rentre vraiment dans les trucs avec des phrases longues, voilà, très chiantes côté justice qu'on a tous déjà lu et qu'on en a marre. Mais non, voilà, en fait, en gros c'est juste effectivement de pas divulguer certaines informations, de faire les choses dans les règles de l'art, qu'on est on va dire comment on peut dire ça? Qu'on est... Une éthique, là. Ouais, qu'on a une éthique, mais surtout qu'on est apte à le faire, je dirais, tu vois. Si le gars il arrive, si je dis je suis rentré de boîte de nuit, il était 5h et tu m'appelles à 6h30 par exemple, enfin bref, il y a des exemples, on peut aller très très loin sur je vais très très loin sur la boîte de nuit, mais voilà, c'est juste savoir si tu peux le faire et tout ça, enfin, des fois il y en a qui vont dire non. Mais en gros, c'est le papier, dire voilà, faut que tu sois... tu acceptes tout ça, tu acceptes les contrats, tu acceptes le terme, que tu es capable de le faire, que tu es dans tous tes états, que tu es machin, que tu voleras pas de données, que tu diffuseras pas, que tu sortiras pas crier à la télé, oui, il s'est fait attaquer, machin, tu vois, c'est tout ça. Faut respecter que le process se fasse dans les règles de l'art. Voilà, moi je suis là pour faire l'analyse technique, le reste après, je fais mon analyse et je fournis ça à la bonne personne et c'est tout. D'accord. Voilà, après mission de contrat, effectivement, il y a quelque chose qui est signé, il y a des règles d'engagement, c'est sûr. Donc tu as des limites contractuelles, tu as des limites légales qui viennent s'ajouter à ça? Tout à fait, ouais, t'as plusieurs pages. Ok. Et les analystes forensiques, côté police, gendarmerie, j'imagine qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir que toi finalement. Est-ce qu'ils utilisent les mêmes techniques? Est-ce qu'ils ont des techniques différentes? Est-ce qu'ils ont des pouvoirs différents? Est-ce qu'ils ont d'autres outils? Comment ça se passe de leur côté? Alors là, je sais pas trop, j'ai pas trop d'informations sur comment eux ils pratiquent. Effectivement, oui, ils ont des outils qui sont différents des nôtres. Alors même s'ils le cachent pas, hein, qu'ils utilisent aussi des outils comme nous, hein, donc ils utilisent des outils open source, ils se le cachent pas. Mais ils ont par exemple certains boîtiers physiques pour du clone de disque, voilà, ou empêcher l'écriture sur le disque. Voilà, ils ont du matériel, ils ont aussi des outils propriétaires, donc des programmes propriétaires sous licence qui sont vendus pour pouvoir faire certaines choses, qui au final font plus ou moins la même chose. J'ai vraiment plus ou moins, c'est vraiment c'est assez vague, mais dans l'ensemble là, ils font un dump du disque, dump de RAM, ils l'analysent. Ils ont des outils graphiques qui sont peut-être plus jolis, qui permettent d'automatiser certaines tâches, mais voilà, moi je reste sur des outils qui fonctionnent très bien, qui sont open source, qui sont poussés et améliorés par la communauté, et qui fonctionnent très bien, et légalement je me fais, ça marche bien. Ok. Et j'arrive toujours en fait à fournir des preuves. Donc ça me va très très bien. C'était justement ma question en fait, c'était est-ce qu'à un moment donné la législation ça affecte pas ton travail d'analyste? Si, ça arrive, hein. Il y a des fois
on est un peu bloqué. On se dit bon là, légalement, j'ai peut-être pas le droit d'aller plus loin. Tout dépend encore une fois des cas. Hein. C'est vraiment t'as des cas qui sont différents à chaque fois. Je veux dire, chaque cyberattaque est différente sur une infrastructure différente avec des personnes différentes. Donc chaque mission sont complètement différentes. Mais oui, effectivement, il y a toujours un moment où on se dit bah là, légalement, j'ai peut-être plus le droit. Il faut que je pose la question, peut-être que je re-signe des documents. Voilà, mais bon. Après, j'ai jamais eu ce souci-là, en sachant que moi je reste encore une fois côté technique et que le côté juridique c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup moins. Donc je reste, j'essaie de garder, on va dire, le maximum d'énergie pour apprendre et maintenir ce que je connais aujourd'hui, plutôt que d'aller dans un sujet qui m'intéresse pas, mais pas qui m'intéresse pas, mais qui est tellement vaste aussi que on peut y passer des nuits, des mois, c'est pas possible. Alors justement, on a une question qui est un peu liée avec ça là dans le chat. Ça parle de quand on tombe sur des contenus interdits légalement, quand on est en forensique. Alors on avait déjà posé la question à Shutdown à l'époque quand on faisait l'épisode Pentest. Alors je sais bien que légalement on est obligé, si on tombe vraiment sur des grosses saloperies, légalement répréhensibles, normalement de les rapporter à la police si on les trouve. Mais tu viens de nous dire que t'es pas forcément côté légal, etc. Comment ça se passe? Parce que là, t'es du coup directeur général de ta boîte. Il n'y a pas de chef au-dessus de toi, a priori, à qui rapporter tout ça. Comment tu te débrouilles avec ce genre de truc? Tu peux pas appeler le patron. Non, je peux pas. Et je vais vous avouer que j'ai une chance, c'est que ça ne m'est jamais arrivé. Je suis déjà tombé sur des choses bizarres, hein, ça c'est sûr, hein, je vais pas le cacher, mais pas de choses totalement illégales, pédopornographie, tout ça, non, absolument pas. J'ai jamais eu affaire à ça. Après, bon, effectivement, le patron qui flirte avec quelqu'un d'autre et qui, voilà, ça c'est des choses que j'ai déjà vues une fois, mais jamais de choses extrêmement, enfin, ou illégales, quoi. Le patron il flirte avec qui il veut, voilà, c'est pas illégal, quoi. Entre guillemets, bon. Après, il fait ce qu'il veut. C'était pas. Voilà, on avait 2-3 mails assez bizarres, mais bon, ça s'arrêtait là. Donc j'ai jamais tombé sur de très grandes choses comme ça. Jamais. Après, si ça doit arriver, je dirais que oui, mon côté éthique fait que j'en préviendrai les forces de l'ordre, mais voilà, ça serait assez délicat quand même, effectivement. Mais je me dois de le faire côté légal. Je veux dire que si on tombe sur ce que tu viens de dire, effectivement, c'est dur pour moi de laisser passer ça, ou même pour quelqu'un d'autre. On prend un pentester par exemple qui tombe sur des choses comme ça, il peut pas dire j'ai rien vu, je ferme les yeux. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc ça m'est jamais arrivé et j'espère entre nous que ça m'arrivera pas. mais après voilà, côté légal, non, j'ai jamais eu ce souci-là. Et alors je sais pas si tu l'as vraiment verbalisé, mais tu es aidé du coup côté légal, t'as quelqu'un vers qui te tourner légalement, je sais pas, un juriste, un avocat ou autre, pour t'aider sur ce genre de choses, ouais. Bien sûr, oui, quand ça sort trop de la technique et qu'à la fin j'ai pas toutes les réponses, oui bien sûr, il faut contacter les personnes compétentes. Et là, oui, on appelle, des fois même, ils interviennent, voilà, on se pose autour d'une table, on dit voilà, on a ça, on en est là, légalement, jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a le droit d'aller mettre ça ou ça dans le rapport, enfin, bref, ainsi de suite, quoi. Ça, c'est oui, bien sûr, il faut s'aider de ces personnes-là qui sont compétentes et qui connaissent la loi. Ok. Alors, une question qui a déjà été un petit peu posée par Nouveau tout à l'heure, mais on a répondu uniquement côté Blue Team, c'est est-ce que le travail de l'analyse forensique peut servir à la Blue Team et à la Red Team? Alors, tu as déjà plus ou moins répondu sur la partie Blue Team. Moi, j'aimerais savoir plutôt côté Red ou Pentest. Alors, je pense plutôt Red Team. Est-ce que tu vois, toi, des scénarios où tu peux avoir des gars en Red Team qui vont aller étudier, par exemple, tu vois, les derniers malwares à la mode ou quoi, qui vont aller faire l'analyse forensique dessus pour aller s'en inspirer derrière en opération Red Team? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de faire ce genre de choses-là? Alors, faire du reverse de malware, alors je suis pas expert dans le reverse, attention, je dirais même c'est mon point faible, entre guillemets, parce que le reverse, encore une fois, c'est un métier à part entière. J'en fais un petit peu, mais j'ai vraiment les bases. On peut pas dire que je suis vraiment expert dans le domaine à 100%. J'ai rencontré des cadors dans le domaine du reverse. Voilà, je me faisais étaler sans problème. Mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé d'en faire. J'en fais assez souvent sur l'exécutable, on va dire principalement sur Windows.
Après, regarder le comportement d'un malware, essayer de comprendre comment il fonctionne, oui, bien sûr, c'est des choses qui sont faites, qui peuvent être faites côté pentest, pour comprendre comment ça marche. Après, pour s'en réinspirer, pour refaire quelque chose, donc je vois pas l'intérêt de refaire quelque chose comme ça. Mais comprendre le fonctionnement d'un malware, effectivement, oui, ça on va dire, c'est un peu obligatoire même de comprendre comment ça fonctionne. Tout pentester a déjà appris, a déjà reverse un programme pour dire comment il fonctionne, ainsi de suite. Je pense que tout le monde l'a déjà fait plus ou moins. Au moins regarder, même si après au début c'est un peu compliqué. Moi j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre l'assembleur, hein, déjà, qui est un langage assez dur à apprendre. Et encore, j'en ai fait pendant 6 mois de l'assembleur parce que je me suis mangé un livre et j'ai appris des choses. Mais on peut pas dire que je sois vraiment expert dans ce domaine-là. Et même très loin. Ok. Très bien, alors on reviendra sur la partie vraiment technique juste après, je pense. Je regarde juste quelques questions. Ouais, alors tu nous as déjà un peu répondu sur le côté analyse de malware, donc oui, effectivement, ça se fait. Ouais. Ma dernière question qui sera un petit peu plus terre à terre sur le métier d'analyste. Combien est-ce que ça ramasse? Est-ce que ça ramasse du flouze ou pas plus que ça? Du blé, de la caillasse, de l'oseille. Alors, je dirais déjà que ça dépend déjà de l'expérience qu'on peut avoir et de l'entreprise dans laquelle on tombe. Je sais pas combien touchent les forces de l'ordre, donc les gendarmes, et ainsi de suite. Là, clairement pas. Je sais pas si sont mieux payés ou pas. Dans l'ensemble, je dirais que oui, on peut être très bien payé. Après, ça dépend où vous êtes situé. Par exemple, si vous êtes situé du côté de Paris, est-ce que ça vaut le coup avec la vie parisienne? Après, si vous êtes situé dans le centre de la France, voilà, je sais pas. Tout dépend encore une fois du cadre de vie. Mais dans l'ensemble, oui, ça touche assez bien. On n'a pas à se plaindre. Très bien. On peut pas dire que ce soit le million d'euros à l'année, hein, mais dans l'ensemble, oui. En fait, les compétences sont quand même assez recherchées. Parce que aujourd'hui, les entreprises veulent se défendre et pas se faire attaquer. Donc, quelqu'un qui est capable d'analyser un système d'information et de fournir un rapport en disant voilà, bon, il s'est passé ça, il ça, voilà. Pourquoi pas? Ça, c'est des choses qui sont très très demandées quand même. Donc oui, les gens sont prêts à payer pour avoir ce genre d'expertise. Après, tout dépend encore une fois du profil de la personne, de la boîte, de la ville où il vit, mais dans l'ensemble, oui, ça paye plutôt bien. Très bien. Nobosaurus, tu es prié d'éteindre ce Windows 7 qui reboot en boucle là. Je suis innocent. Alors en fait, c'est peut-être ma sonnerie que j'ai coupée, parce que j'ai une sonnerie de Windows XP qui tourne quand on m'appelle. Donc promis, je le coupe tout de suite. On a des gens qui pensaient que tu bossais à côté en fait. Ouais. Non, pas du tout. En fait, c'est juste mes notifications sur mon téléphone. Ma sonnerie, c'est donc le démarrage de Windows XP. Excellent. Incroyable. Et à chaque fois, donc, que ce soit mon réveil du matin, les sonneries, mes notifications, j'ai toujours la même sonnerie. D'ailleurs, petite pensée pour mes collègues, ça les énerve. mais tellement. Mais c'est juste la nostalgie de Windows XP qui me fait tellement plaisir. Donc voilà, je garde ma petite sonnerie de Windows XP. Ah, tu m'étonnes, putain. Moi j'ai ça au boulot, je pète un boulot. Hein. Franchement. Et toutes les 5 minutes, tu te retournes, tu regardes s'il n'y a pas un PC en train de reboot derrière. Ce qui agace un peu mes collègues, c'est qu'ils l'entendent vraiment en boucle parce que je reçois mes appels, mes SMS, mes notifications. Et comme je suis obligé je ne peux pas me permettre de louper un appel, donc je suis toujours obligé de le laisser en sonnerie. Donc des fois je mets aussi mes rappels, donc des fois je mets des alarmes pour mettre un rappel, et puis c'est la sonnerie tout en boucle tout le temps, donc toute la journée ils l'ont dans les oreilles. Terrible. Ah, le bonheur. La nostalgie, Windows XP quand même, c'est... Bon, très bien. Alors, il est temps d'attaquer le gros morceau là, la technique, parce qu'on a parlé un petit peu technique quand même, mais pas très précisément. Je vous propose de commencer innocemment par le réseau, parce que c'est ce qu'on a écrit en premier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, l'analyse forensique réseau? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que tu as des outils? Comment ça se passe? Alors, pour l'analyse forensique réseau, déjà il faut déjà, la première question à savoir, c'est de savoir si l'entreprise collecte un peu, collecte et sauvegarde ses flux réseau pendant X mois par exemple.
Si c'est le cas, si par exemple il y a un puits de log et qu'il collecte tous les flux réseau, s'il y a un firewall et qu'on est capable de collecter, donc il log un peu ces flux, on peut les regarder, donc on va se taper en général donc soit une interface web depuis le firewall, soit peut-être même un fichier, ça m'est déjà arrivé, un fichier de log en fichier brut TXT par exemple, et on analyse ligne par ligne ce qui s'est passé, ou sinon on a carrément des outils qui sont capables de nous fournir un fichier PK, donc à la Wireshark, et de l'analyser proprement avec Wireshark. Donc ça, oui, effectivement, il n'y a pas 36 000 solutions sur le réseau. Soit vous avez le firewall de base, soit vous avez une copie, on va dire, des flux, soit vous avez directement un fichier de log qui peut peser 100 mégas, par exemple, et vous avez des milliers de lignes. Il faut les comprendre, il faut les parser. Donc là, merci Linux pour tous les outils qu'on peut avoir pour ça. Et puis effectivement, après, le basique, Wireshark, T-Shark, et tout ce qui va avec, TCP-Dump, enfin tous les outils vraiment réseau qui peuvent être utiles, quoi. Est-ce qu'il y a un peu d'automatisation sur l'analyse de PCAP ou ce genre de choses, quoi, tu vois? Alors, je connais les vieux outils comme Chaos Reader ou des trucs comme ça, mais est-ce que ça existe? Je pense que ça existe, mais alors je sais pas du tout parce que je m'y intéresse pas sur ce genre de choses. J'essaie vraiment de le faire manuellement pour ne rien louper en fait. Je me dis que si l'outil n'est pas à jour ou s'il est un peu vieillot ou s'il y a un module par exemple, une bêtise qui n'est pas bon et qui loupe certaines parties, qui me les affiche pas, qui me les parse mal. Et moi j'en conclus que il s'est rien passé et qu'en fait l'attaque est venue là, non, ça pose problème. Donc je préfère perdre un peu de temps et être sûr que voilà, j'ai bien lu tous les logs et que j'ai réussi à en déduire que c'était là ou pas là, quoi. Vraiment. D'accord. Donc, Wireshark reste pour moi le must en termes de filtre, en termes d'utilisation de graphics. Enfin, ça marche très très bien Wireshark par exemple. Donc si on arrive à avoir une capture au format PCAP, c'est le bonheur. C'est le bonheur. On peut passer beaucoup de temps dans les Wireshark, mais il y a tellement d'options. Et puis il y a la coloration syntaxique, il y a tellement de choses à faire que c'est super. C'est un bel outil. Mais je me pose la question si est-ce que il y a des standards communs avec tous les constructeurs, ou est-ce que tu es obligé de connaître exactement tous les routeurs, les switches, tout ce qui existe en fait? Je dirais que dans l'ensemble, t'as des standards, oui et non. Enfin, par exemple, si on prend le standard des logs, le standard classique que tout le monde connaît, qui est peut-être un peu vieillot mais qui fonctionne, c'est syslog par exemple. Voilà. Donc on a du syslog qui est un standard classique qu'on peut parser rapidement. Moi, on file un fichier de log au format syslog qui est énorme, je le pousse directement dans un CIEM et puis voilà, il me le parse directement, il me le corrèle et c'est top. Après, on a quand même des résistants qui ont par exemple leur firewall, qui veulent t'empêcher un peu de faire ton truc à ta sauce. Donc ils vont te bloquer un peu, ils vont te dire tiens, t'as ma page web, en fait il te bloque par exemple les 20 lignes, donc tu t'achètes page suivante avec 20 lignes par exemple. Bon, il y a toujours moyen de tricher un petit peu, mais on a quand même des résistants qui font ce genre de choses, mais dans l'ensemble on n'est pas trop embêté, ça. Ok. Et après la partie réseau c'est plus ou moins toujours la même chose, hein. Il suffit de maîtriser un peu le réseau. Moi côté réseau par exemple j'ai que le CCNA, tu vois, donc tout ce qui est routing switching j'ai que la base. Puis dans tous les cas maintenant si on prend les dernières attaques sur le réseau, ces attaques qui passent sur des techniques type reverse HTTPS par exemple, donc tout le flux est chiffré, donc on va arriver sur du flux, il y a du flux superbe, mais chiffré. Donc ça devient très compliqué. Si on prend Counter-Strike par exemple, voilà. Justement, ça se passe comment cette analyse de paquet après si ça arrive sur du chiffré? Tant qu'on n'a pas la clé privée, on peut rien faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les paquets qu'on veut, ça marchera pas. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent essayer, il y a un très beau challenge sur RootMe. Le but en fait est de retrouver la clé privée pour déchiffrer les flux. Voilà. Et ça permet vraiment de comprendre le avant-après. C'est-à-dire qu'on a une tonne de paquets, ok, on a du TCP, et en fait on voit le fameux handshake au départ avec la partie négociation du certificat TLS. Et puis on voit après que tout le flux est chiffré, puis on se dit mince, on peut pas le lire. Et il suffit d'avoir la bonne clé, on trouve la clé, puis on déchiffre. Donc voilà, quand on passe sur ce genre de flux, on va pas en faire grand chose à part essayer de trouver la clé. Mais bon, ça c'est. On va dire que les données sont presque inexploitables. Ouais, tu récupères source, destination et puis basta. Ouais, c'est ça, voilà. Puis après, le paquet de données, en fait, tu sais pas. Puis tu le sauras pas tant que t'as pas la clé. Mais en général, les pirates te donnent pas la clé, donc tu le sauras pas, quoi. Au pire, éventuellement, t'as la première action. Tu prends par exemple Counter-Strike qui va faire sa première action pour déposer son malware. Là, cette partie-là sera tracée. Mais après, derrière, plus rien, quoi. Derrière, on a vraiment aucune info. Donc Counter-Strike ou d'autres, Avoc le fait, Sliver, enfin j'en passe les C2, quoi.
Metasploit aussi le fait, enfin bref. Ouais. En fait, tu peux attraper soit le premier stager, soit. Ouais. soit ouais, tu vois les flux. Ouais. T'attrapes le premier stager, mais déjà faut le comprendre, faut arriver à l'avoir. Et puis, encore une fois, le premier stager, en général, tu l'as et l'attaque, tu t'en rends compte quelques semaines ou mois après. Donc t'as intérêt à collecter tes logs assez longtemps. Rares sont les entreprises qui disent je me suis fait attaquer par une APT, c'est Cobalt, je l'ai trouvé, c'est passé il y a 3 jours. C'est très très rare. Et je crois même jamais vu, si je dis pas de bêtises. Donc, moi j'en ai jamais entendu parler. Donc en général, ce genre d'attaque, c'est des attaques très longues qui font très peu de bruit. Et quand tu dis, faudrait que je récupère des infos, tu te rends compte que finalement ça remonte à tellement loin que tu dis, mais j'ai plus les logs en fait. Des fois. Donc voilà. Donc pour la partie réseau, ça se passe comme ça en général. Mais comme on a plus de flux chiffrés, ça devient de plus en plus compliqué. Et niveau système, comment ça se passe quand tu tombes sur un Windows, un Linux, enfin GNU Linux, qu'est-ce que tu vas rechercher en priorité? Et puis avec quels outils aussi? Alors, en général, quand je fais mon dump de RAM, par exemple sous Windows, j'utilise WinMem, donc qui est un outil qui fonctionne très bien, qui fait son taf. C'est un outil donc en mode CLI, donc en mode ligne de commande. On l'installe pas, hein, c'est un outil portable, on l'exécute et c'est fini. Il nous fournit, il nous fait un export de la RAM directement, une copie, un clone complet, et on l'exporte directement. Ça c'est très simple. Après on n'a plus qu'à l'analyser. Pour les outils, on va dire de dump de disque, on a plusieurs. Donc on a le fameux FTK Imager, donc on a attention la version portable et pas la version installeur, sinon on l'installe, on crame tout. Sinon on a un bon vieux DD par exemple qui fait le taf aussi, pourquoi pas, hein. Enfin moi j'utilise DD par exemple, ça marche très bien. Un petit DD, input, output, une barre de progression et je dis vas-y laisse tourner quoi. Ça marche très bien. Et l'avantage aussi de DD, c'est que ça m'est déjà arrivé, mais je crois que c'est une question qui sera posée plus tard, c'est au niveau du cloud. Donc DD m'a permis d'avoir un input et l'output de le renvoyer via un tunnel SSH, donc de pouvoir extraire le disque via le réseau. Donc à éviter quand même si on peut, parce qu'on a quand même les perturbations qui peuvent être liées sur le réseau, mais sinon ça fonctionne. Voilà. Donc petite technique que j'avais essayé, hein, ça marche bien, hein, même sur du hack the box, on extrait une machine rapidement, c'est pas bien, mais ça peut se faire. Bon, j'ai été bloqué à la fin, parce qu'hack the box a dû le voir, mais voilà, on voit bien que ça marche, donc si on n'y a pas accès, ça peut se faire. Donc un bon DD, je dirais que ça marche bien. Après, il y a d'autres outils qui fonctionnent, hein, qui existent, mais je reste un peu à la vieille école, comme on dit, et ça fait le taf. DD, ça sert à quoi? J'ai pas suivi l'utilité du soft. DD, ça fait plein de choses. Alors DD, en fait, quand tu vas sur internet, il y en a qui vont dire que ça va être disque dumper, disque destroyer, ça va être plein de choses. Et DD, en fait, ça te permet d'avoir simplement d'avoir un input et un output. Par exemple, je prends sous Linux, tu as ton disque qui est en /dev/sda, ton input, ça va être par exemple /dev/sda, et ton output va être disque.mg. Et il va te créer un fichier disque.mg avec un clone complet. Voilà, une copie, donc puis t'habites vraiment, hein, il va te créer un clone complet de ton disque. À l'inverse, par contre, si tu mets ton input en /dev/0 et ton output /dev/sda, tu crames ton disque, t'as plus rien. Tu wipes entre guillemets ton disque. Donc on peut aussi wiper son disque, donc effacer tous les secteurs de ton disque un par un, voilà, bit à bit, on efface tout. Et après, pour récupérer des données, tu te retrouves perdu parce que t'as plus aucune donnée quoi. Donc DD marche très très bien, c'est très puissant, c'est un outil GNU qui marche très très bien et qui est libre open source, donc vous pouvez le compiler, il n'y a pas besoin de l'installer, ça fait son taf, c'est très petit, c'est très léger, pas besoin d'avoir un disque de 3 Tera avec tout un tas d'outils, voilà, pour faire les dumps ça marche bien. Une fois qu'on a les dumps et qu'on est sûr d'avoir les dumps, on peut les analyser avec différents outils, là encore une fois c'est autre chose. Mais au moins les dumps sont faits, sont propres, c'est complet et on peut les analyser sans problème. Question de noob complet. Quelle est la différence et l'avantage de faire une copie bit à bit ou de le faire avec d'autres méthodes? J'imagine que tu peux le faire par, alors je vais dire des conneries, par cluster, par volume ou autre, ce genre de choses-là. Quel est l'avantage de le faire vraiment bit à bit? Qu'est-ce que ça t'assure? Alors si par exemple tu prends un disque classique, tu installes Windows dessus, donc on compare une installation classique, ton disque il va être partitionné. Donc tu auras la partition système, qui fait en général 500 mégas je crois, tu as ta partition principale et puis une partition réservée, et ainsi de suite. Si on prend le système de fichiers NTFS, quand tu stockes tes fichiers sur le disque, ils sont pas stockés comme ça à l'arrache n'importe où. Voilà.
tout est bien organisé. C'est-à-dire que le NTFS utilise donc ce qu'on appelle la MFT, donc la Master File Table, Master File Table. Et en fait, c'est tout simplement une base de données qui répertorie les fichiers. Voilà, le fichier, je sais pas moi, toto.jpg, il a été créé avec à telle date. Il y a des métadonnées, il y a le poids, il y a l'inode, donc l'emplacement de ce fichier, qui peut être aussi, si le fichier est gros, il peut être aussi éparpillé sur le disque. Donc c'est-à-dire que le fichier est fragmenté, donc là on va utiliser ce qu'on appelle la défragmentation pour le reconstituer sur le disque et faire en sorte qu'il soit complet sur le disque. Mais imaginons qu'en fait on a une ligne, et on a un fichier qui est posé, et en fait plutôt que de dire au système de fichiers d'aller chercher un fichier et demander au disque de lire tout le disque et de dire tiens, ce fichier il est là, mais je l'ai trouvé au bout de 3 heures. Non, en fait on demande, la NTFS se dit non, il est placé ici, c'est moi qui l'ai mis là, voilà. Grosso modo ça se passe comme ça pour faire vraiment très simple. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui maîtrisent pas trop ce système-là, voilà. Faut prendre un peu le système de fichiers comme un livre. C'est-à-dire que vous ouvrez un livre, il fait 800 pages, si je vous demande de chercher une information, vous allez me dire oui, vous avez 2 solutions. C'est soit vous dites je lis le sommaire et rapidement je vais trouver l'information, je sais que ça va se trouver à telle page, donc la fameuse NFT, soit j'arrache le sommaire et je dis il me faut l'information, vous êtes obligé de relire tout le livre pour trouver la bonne page et le bon paragraphe. Donc c'est ça. Donc là on a vraiment fait la passe par exemple sur ce que c'était que la technique de file and delete pour récupérer des fichiers ou la technique de file carving. Voilà, d'un côté on va demander à la MFT si elle peut me donner sa base de données, dire tiens tu sais où il est placé, ainsi de suite, on peut retrouver des fichiers comme ça. C'est-à-dire que quand on efface un fichier, le fichier il n'est pas effacé directement, le fichier il est juste effacé des MFT. Sur le disque il est toujours présent. C'est-à-dire que la MFT va dire non, il y a une place à allouer maintenant. C'est-à-dire qu'on peut placer notre fichier dessus. Donc ce qui fait que si on installe un programme FTK Imager par exemple, on peut potentiellement écraser des bouts de fichiers qui pourraient être importants. Voilà, qui pourraient être réécrits dessus. Donc c'est pour ça qu'on n'installe rien. Et derrière, donc, la partie file and delete, on va commencer à tout analyser, il va dire c'est ici, c'est à cet endroit-là, ainsi de suite. Ça c'est la partie très simple avec TestDisk par exemple. Et derrière, on a par exemple Photorec, qui est lui-même créateur aussi. Lui va faire du file carving, donc il va lire tous les disques complets comme un livre. Il va dire là, hop, un MP3. De là à là, hop, il extrait. Là, un JPEG, hop, il extrait. Là, un PDF, hop, il extrait. Il regarde les headers et footers voilà, qui sont en hexadécimal. Il dit tiens, ça, c'est un hexadécimal, c'est un fichier, je le place là, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai été très vite et très loin, mais dans l'ensemble, ça marche comme ça. Et tous les systèmes de fichiers fonctionnent comme ça. Donc bien sûr, avec la MFT, par exemple, permet de donner les droits, permet de donner qui a le droit d'aller de lire tel fichier ou ainsi de suite. Donc le système d'ACL, ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Voilà un peu comment ça fonctionne sur la partie système de fichiers. Donc comme ça, voilà, il y en a qui se sont dit j'en ai marre j'en ai marre d'aller chercher des fichiers à la main. Donc en fait, typiquement si un fichier est supprimé, ce qu'on demande par exemple sur des certifications Sens par exemple, c'est fichier supprimé, je te donne un disque, et tu le récupères avec un éditeur hexadécimal. Théoriquement c'est possible. On trouve le header, on trouve le footer, on prend les données en hexa, on les reconvertit en binaire, on se dit tiens là j'ai une donnée, ça peut être une photo ou autre chose, ça se retrouve sans problème. Ce que font les outils comme TestDisk par exemple ou Photorec, sur le parti file carving, il va faire cette chose là, il va prendre le début et la fin, potentiellement j'ai un fichier, j'ai un tronçon avec un fichier, hop, je l'extrais, je le convertis en binaire et là on a une image, voilà, un MP3 et ainsi de suite. Et l'avantage de Photorec, c'est que comme on a des disques des fois qui peuvent être fragmentés, donc des fichiers qui peuvent être découpés sur plusieurs endroits du disque, et il va être capable de dire de chevaucher en fait des morceaux de fichiers, dire ça c'était pas le MP3 que j'ai eu tout à l'heure, ça. Non, ça c'est peut-être un JPEG qui a commencé, oh, c'est pas grave. Ah là c'est la suite de mon MP3, donc il va être capable. Donc c'est pour ça que des fois TestDisk ou Photorec récupèrent des données, mais qui sont des fois illisibles, ou on a l'image qui est un peu abîmée en bas, parce que voilà, ou qui est trop petite, ou ainsi de suite, parce que il a réussi à récupérer des données, mais qui sont pas forcément complètes. Donc c'est possible, c'est pour ça que la récupération de données est toujours quelque chose d'assez sensible. C'est-à-dire qu'il va étudier le header et le footer, mais il va récupérer des données parcellaires qui peuvent être éparpillées sur le disque. C'est ça. En fait, imaginons par exemple, on prend l'exemple d'une image JPEG. Ouais. On a un header d'un JPEG. Il dit tiens, là il y a un JPEG, donc il va s'attendre à trouver un footer du JPEG. Il va dire là il y a un fichier JPEG. Mais s'il n'y en a pas de footer, dans ce cas-là, il va dire non, ok, là j'ai un header de JPEG et après j'ai un header d'un MP3. Donc il sait que avant le header du MP3, c'est la fin du JPEG. Et à partir de là, il fait comme ça. Et des fois, on a des fichiers qui sont découpés, et par moment, il arrive à reconstituer le fichier, puis des fois, il n'y arrive pas. Là, on ne peut pas demander à TestDisk ou à Photorec de faire de la magie. Voilà.
Est-ce que après, t'as on a pas plein d'outils des... qui fonctionnent un peu moins, quoi. Est-ce On va que avoir t'as testé pas beaucoup. des nouvelles techno qui peuvent aider là-dessus? Tu vois, tout ce qui est. Alors, je sais pas, hein, je dis IA ou autre, mais même des gros logiciels avec des bases de données énormes qui peuvent limite aller faire de la. Comment dire, de la. J'allais dire de la spéculation, mais c'est pas le, c'est pas le bon mot. Qui vont, tu vois, prendre un fichier, tu vois, où il y a un trou dedans, clairement, il y a un trou, soit, je sais pas, il n'y a pas le header, il n'y a pas le footer, il n'y a pas le milieu. Mais il a ces bouts-là et il sait que quelque part sur le reste du file system, t'as les données qu'il y a au milieu et il va se dire ok, j'ai a priori tant de données au milieu et il va se mettre à extrapoler, voilà, c'est ça que je cherchais, essayer de trouver d'autres morceaux de données, peut-être des inventer, tu vois, de randomiser, etc. Est-ce que c'est ce genre de techniques qui peuvent être utilisées? Est-ce que ça existe ou il n'y a pas d'intérêt? Alors, j'en ai jamais entendu parler, donc je sais pas. Ça, je peux pas donner mon avis dessus. Après, peut-être qu'un jour ça pourrait exister, avec ce qu'on voit avec l'IA, tout ça. Si l'IA a une masse de données, peut-être qu'il pourra lui extraire des infos, peut-être pourra en déduire que c'est peut-être tel fichier ou tel fichier. Après, bon, si on commence à regarder les États, les gouvernements, peut-être qu'ils ont des outils qui le fait. Enfin là, je pense à tous le gouvernement américain, enfin voilà, sans citer de nom à 3 lettres. Eux, ils ont potentiellement des outils qu'on ne maîtrise pas, qu'on connaît même pas, et qui sont capables de faire de la magie, quoi, entre guillemets. Mais je suis pas au courant de ce genre de choses. En fait, j'ai pensé à ça par rapport à un post que j'avais vu de Julien Métayer il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est lui, où il montrait, tu sais, des petits bouts de texte qui avaient été masqués, enfin pixelisés, et tu avais, je sais plus, il me semble que c'était un petit process d'IA qui te permet de reverse la pixelisation avec de la reconnaissance. Oui, je l'ai vu aussi. Ouais. Ok. Et je l'ai vu aussi. J'ai pensé à ça parce que je me suis dit, tiens, un fichier audio ou un fichier JPEG, par exemple, typiquement de l'IA avec de la reconnaissance, elle va s'amuser avec ça, elle fait toutes les variations, elle regarde qu'est-ce qui est le plus probable, tu vois, elle arrive à... Ok, ça existe. Tout à fait, c'est possible. Peut-être que ça existe, mais en tout cas, je suis pas au courant. Et pourtant, je fais de la veille, donc je l'aurais peut-être vu, mais je sais pas. Mais en tout cas, voilà, non, je peux pas confirmer que ça existe ou pas. Mais ça peut exister, ça peut être un sujet assez intéressant, même pour des gens qui font de l'IA, se dire que voilà, on a un paquet de données, qu'est-ce qu'on peut en faire. Ça peut être assez sympa, mais j'ai jamais entendu parler de ce genre de choses. Ok. Juste une question, est-ce qu'il y a une différence notable entre l'analyse forensique Windows et Linux? Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que tu vas devoir changer d'outil? Est-ce que tu vas juste pas chercher au même endroit? Est-ce que tu as vraiment des grosses différences entre les différents types de fichiers, etc.? D'accord, alors pour faire le dump, oui, on change d'outil forcément, parce que WinMem n'existe pas par exemple sous Linux, il y a des alternatives. Pareil, pour la partie disque, j'utilise toujours DD, qui marche très bien sous Linux, même sous Windows, ou même sur Mac, ça marche très bien. Juste pour le dump de RAM, effectivement, j'utilise autre chose. Donc si c'est du Linux, j'utilise un autre outil qui va faire la même chose que WinMem. Et après, ça va être juste de savoir où chercher. Donc forcément, les chemins sont différents, l'arborescence est différente. Mais dans l'ensemble, l'avantage de Linux, contrairement à Windows, c'est que sur Linux, tout est fichier. Donc comme tout est fichier, on arrive à retrouver des informations un peu plus facilement si on sait où les chercher. Voilà. Je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que sur Windows, en général, c'est peut-être des fichiers qui sont peut-être recompilés en des informations qui sont peut-être pseudo-compilées au démarrage ou à l'installation, ou dans des fichiers qui sont des fichiers temporaires qui sont modifiés par Windows, qui sont pas forcément lisibles par un notepad. L'avantage de Linux, c'est que tout est fichier, donc on fait un cat sur quasiment presque tout. Hein. C'est une fois que le disque est démonté, on fait un cat, c'est fini quoi. C'est assez facile. Enfin, je dirais que c'est plus facile quand on maîtrise le monde de Linux, effectivement. Après, il faut maîtriser les systèmes. Ça m'est déjà arrivé d'être bloqué sur un Linux, hein, par exemple, sur une analyse forensique, et j'ai contacté une personne que je connaissais qui maîtrise tellement mieux que moi le monde Linux, et voilà, il m'a aidé. Ça m'a sauvé la vie, je dirais même. Parce que ça m'a permis de trouver le problème. Donc, voilà. Encore une fois, il faut vraiment maîtriser les systèmes. Et niveau téléphone mobile, tu fais un petit peu, qu'est-ce que ça change par rapport à Windows, ou Linux et tout? Alors niveau téléphone mobile, alors de l'Android, oui, j'en fais. Le seul problème avec l'Android, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, tout ce qui est téléphone mobile, on va dire, c'est très compliqué. Tout simplement, on peut pas faire du dump comme on le fait sur Windows. Voilà, on peut pas arriver, brancher une clé, faire un dump comme ça. Moi, j'utilise une technique propre sur Android qui me permet de faire un dump de la RAM via un outil et d'utiliser directement un point avec Netcat
voilà, je monte un pont entre mon PC et donc le réseau. Et ça permet de faire un clone de la mémoire et de l'analyser après avec mes outils. Donc les mêmes outils d'analyse mémoire. Par contre, pour le disque, voilà, sans aller altérer les données, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, clairement. Et même déjà de dumper la mémoire, en général, ça devient compliqué, c'est-à-dire qu'il faut activer des fois certaines options, il faut forcer certaines choses pour venir modifier la mémoire et le disque. Donc ça peut être compliqué. Après, si c'est juste brancher le téléphone et faire du reverse d'APK, bon là je le branche avec ADB par exemple sur un Android. Une fois qu'il est branché avec l'outil ADB, je demande à extraire l'APK et puis je peux l'analyser après une application que je téléchargerai sur le Play Store. Par exemple, je télécharge l'application, je vais faire un test dessus, je prends n'importe laquelle, je la reverse, on se dit tiens, j'ai trouvé ce truc sympa dans l'application. Donc ça peut être sympa, mais c'est quand même beaucoup plus complexe. Et sur la partie donc iPhone, iOS, je dirais que c'est encore un cran au-dessus. La seule fois où j'ai dû faire de l'analyse forensique sur de l'iOS, c'était pour récupérer des notes, donc de l'application Notes qui était chiffrée. Et on m'a demandé si c'était possible de le faire. Et j'ai cravaché pendant plusieurs jours. Et en fait, tout ça pour me rendre compte que la chance que j'avais, c'était que l'application Notes ne stockait pas le mot de passe dans l'iCloud. En fait, tout était stocké sur un fichier. Donc là, on récupère le bon fichier sur le téléphone, donc on fait une copie complète du téléphone. On fait un backup avec iTunes par exemple. Comme on ferait un backup avec Android, on fait un backup, on récupère tous les fichiers. Et là, il suffit de récupérer le bon fichier. Et là, on a un bon outil qui a été fait par John, donc John the Ripper. On récupère la clé, puis on brute force et on peut récupérer le mot de passe. C'était la seule fois où j'ai réussi, où j'ai fait de l'analyse forensique d'un iOS. Et au début, je pensais vraiment pas, tout est fermé, c'est à iCloud, tout est... Et en fait, non, franchement, en creusant vraiment le sujet, j'ai réussi à le faire. Et c'était même très passionnant. Mais quand on voit que même le FBI ont beaucoup de mal à récupérer des infos, c'est pas moi qui vais récupérer beaucoup d'infos, quoi. Et sinon, c'est incroyable. Cette difficulté pour dump, quoi que ce soit, même à partir d'Android, c'est dû à quoi? C'est à l'architecture même du téléphone? Oui, déjà, en fait, on est sur de l'architecture de type ARM. On n'a pas un comportement classique, c'est-à-dire qu'on a le même comportement entre guillemets qu'un ordinateur, mais on n'a pas accès aux mêmes fonctionnalités sur un ordinateur. On a accès au BIOS, on peut brancher des clés USB, on peut faire beaucoup de choses. On peut extraire le disque, que le disque sur le téléphone, il est soudé à la carte mère. Donc ça veut dire que déjà il faut éteindre le téléphone, donc on perd déjà la RAM. Après il faut démonter le téléphone, il faut dessouder, donc c'est à dire que le téléphone est mort. Et là on va se dire on a potentiellement des données, et si on n'a rien, on a tout perdu. Donc ça devient plus complexe. Donc c'est faisable, il y en a qui y arrivent. J'ai vu je crois que c'était un Anglais avec qui j'avais discuté, qui lui en faisait beaucoup du téléphone, et qui m'a dit que je crois que la plus grosse affaire de sa vie c'était effectivement un téléphone. Il était mort, il était éteint dans l'eau, et en fait il a démonté, il a dessoudé, qu'il a réussi à souder et à modifier sur une clé USB. Il a branché la clé, il avait accès à toute la clé sur son téléphone, enfin sur son PC, donc avec une clé USB qui était soudée un peu à l'arrache, mais il avait récupéré les données et il avait que les données du disque. Donc il m'a dit il avait passé beaucoup de temps dessus au risque de tout perdre aussi, et encore il avait vraiment des compétences très poussées, parce que lui c'était vraiment un pur analyste où il faisait que ça. Donc c'est quelque chose de plus compliqué sur smartphone quand même, effectivement. Ok. Et niveau cloud, comment ça se passe? Alors niveau cloud, on a plusieurs niveaux. Par exemple, si on a accès par exemple à l'interface d'administration d'un hyperviseur, type Proxmox, on va dire que ça soit de l'ESX ou de l'Hyper-V, même si, sans débat sur l'Hyper-V et Microsoft, mais bref. Si on y a accès, on peut assez facilement se dire qu'on fait une copie du disque, parce que un disque virtuel n'est ni plus ni moins qu'un fichier sur un disque physique, on va dire. Et la RAM, c'est très simple, on fait un snapshot. Le snapshot est ni plus ni moins qu'une copie de la RAM, c'est un vidage de la RAM. Donc on fait un snapshot et puis on peut l'extraire. Si vraiment on est bloqué, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais bloqué un jour sur une analyse où la personne dit j'ai pas accès à un Proxmox, j'ai accès à rien, juste accès à la machine au SSH, et on fait un DD via SSH et puis on récupère le disque. Là c'est possible dans ces cas-là. Donc c'est pour ça que DD reste mon meilleur ami, il passe partout en fait. Mais le plus simple effectivement, c'est que si on a une machine dans le cloud avec, ça dépend du niveau de cloud qu'on a, mais si on est sur de l'IaaS par exemple et qu'on a accès à un hyperviseur, c'est quand même plus facile de dire voilà, on a un disque, on fait une copie du disque. Et puis voilà quoi, ça passe. Puis un snapshot et puis voilà, ça passe en général. Ok.
Voilà, pour la partie cloud. Après, le fonctionnement reste le même, hein, c'est de l'analyse classique. Une fois qu'on a le disque et la RAM, on analyse et c'est fini, quoi. Alors, justement, si on étend un peu là-dessus, la prochaine question, c'est sur les environnements virtualisés. Je vais faire une petite devinette. Les environnements virtualisés, en général, tu peux avoir accès au disque dur sous forme de fichiers. La RAM, c'est pareil. Très souvent, ce sont sous forme de fichiers. Est-ce qu'il suffit de capturer ces 2 fichiers-là pour avoir accès à tout le disque et toute la RAM sans se donner plus de peine que ça? Alors, si je prends, par exemple, un USX ou un Proxmox, donc je touche pas à l'hyper-V, hein, pour moi, c'est pas un hyperviseur. Enfin, si c'en est un, je vais le mettre à dos tous les experts Microsoft, mais on rentre dans le débat. Mais moi, je sais quoi, on prend le disque et on prend un VMDK, par exemple, on prend un fichier au format QCO2 de Proxmox. On a le disque, on est capable de l'ouvrir, de le monter, c'est pas aucun souci. Comme si on avait un disque réel, qu'on prenait d'une machine, on le mettait sur une autre, ou qu'on le branchait en USB. Pour la RAM, je fais un snapshot directement, puis j'ai un fichier de snap et puis c'est parti, je le lis, quoi. Ouais, c'est encore plus simple. Et je vois la question, effectivement, j'y avais pas pensé sur Docker. Comment ça se passe avec Docker? J'avoue que j'ai peu de compétences là-dessus. Comment ça se passe pour le disque? Comment ça se passe pour la RAM? Ouais. Docker ou les containers en général, quoi. Oui, les containers. Tout ce qui est Docker ou conteneur LXC, là, faut vraiment maîtriser le système pour être capable d'aller lire. On va dire, alors c'est faisable, parce que je l'ai vu, mais voilà, on est vraiment sur un niveau assez extrême, de dire, voilà, on est capable d'aller lire la mémoire de la mémoire, en fait. Ça veut dire que le Docker est chargé en mémoire, donc si le Docker est chargé en mémoire du système, on est capable d'avoir accès à la mémoire du Docker. Techniquement, c'est faisable. Et on a accès aussi, comme le Docker est sur le disque, on a accès au disque du disque. Voilà. Donc c'est faisable, mais par contre ça demande à toujours, voilà, c'est un peu les poupées russes, quoi. Donc ça demande à chaque fois à aller creuser plus loin et d'aller analyser. Mais que ça soit du conteneur, oui, c'est faisable. Après, bon, ça reste un conteneur, donc voilà, s'il est supprimé ou autre, encore une fois, il faut aller encore plus loin, mais c'est un autre débat. Mais oui, sinon c'est faisable, mais c'est un peu les poupées russes, en fait, il faut aller très loin. Je donne un exemple, si on prend l'outil Volatility, on a le process qui est Docker, si on fait un même dump de ce process, on aura un dump du dump, donc on peut continuer à creuser le sujet. Mais ça devient tout de suite plus compliqué à chaque fois. Parce qu'à la fin, on va se retrouver avec des données brutes qui seront quasiment plus exploitables, sauf à la main. Donc on prend notre petit éditeur hexadécimal, et puis on analyse, et puis on essaie d'en déduire des fichiers, donc ça devient un peu un casse-tête, mais c'est faisable. Okay. Donc je l'ai vu quelques fois quand même, mais rares sont les personnes qui s'y mêlent. Je sais pas si c'est possible, mais tu vois, pour des personnes qui maîtrisent moins tout ce qui est container, je vois ça parle de Kubernetes et autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la particularité du container et pourquoi est-ce que c'est difficile en fait? Qu'est-ce qui change par rapport à une VM au niveau gestion mémoire, gestion de disque pour que ça devienne compliqué? En fait, si on prend un container, imaginons qu'on a un Linux, on prend un Debian par défaut, et on se dit dessus je vais mettre un Docker. Donc on a la mémoire du Debian, et dans la mémoire du Debian, on a la mémoire du Docker. En fait, donc si on fait un dump de la mémoire du Linux, enfin du Debian, on aura aussi un dump de la mémoire du Docker. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'arriver à extraire la mémoire du Docker et de l'analyser après. Donc encore une fois, c'est faisable, mais à la fin, on va se retrouver avec des données qui seront quasiment plus exploitables par les outils. Donc il faudra vraiment le faire à la main, et là, c'est un casse-tête. Mais c'est faisable. C'est faisable. Ok. Est-ce que, alors une question bête, hein, peut-être de ma part ou naïve, est-ce que des attaquants peuvent utiliser ce genre de technologie de containerisation, par exemple pour des méthodes d'évasion, tu vois, se dire j'exécute, je sais pas, mon petit programme malveillant à tel moment dans un container parce que j'ai le droit de démarrer un container par exemple, et ça va me permettre d'esquiver tout le côté forensique. Tu vois, enfin, ça serait un truc pratique ou c'est oui, je pense que c'est faisable parce qu'aujourd'hui, un attaquant est capable, selon les configurations du container, de sortir de ce container. Donc, je me dis que si un attaquant, selon encore une fois les configurations, les vulnérabilités ou autres, si un attaquant est capable de sortir, un attaquant peut rentrer pour y déposer son malware et essayer de rester le plus discret possible. Donc, je dirais que oui, je l'ai jamais vu en cas réel, mais je pense que oui, ça peut être faisable. Je pense que ça peut être faisable, bien sûr. Potentiellement, un bon analyse forensique, ça peut être un bon red teamer du coup, parce que tu as quand même potentiellement aussi toutes les informations pour éviter de laisser des traces sur les machines. Oui, bien sûr.
tu laisses toujours des traces. La question, encore une fois, c'est savoir si les traces permettent de remonter jusqu'à toi. Si je prends un cas assez intéressant d'une analyse forensique, quand on a une DLL hijacking, par exemple, DLL hijacking, c'est parfait. Faut trouver le payload qui se trouve dans la DLL. C'est-à-dire qu'on a chargé, d'une bêtise, Internet Explorer ou Edge ou ce que vous voulez. Il suffit qu'il y ait une DLL malveillante dedans qui soit chargée avec. Il va falloir trouver que ça vient de ce process, qui vient de ce DLL, qui vient voilà. Donc là, on commence vraiment à analyser. Donc on peut commencer à cacher des malwares. Mais après, voilà, ça c'est un niveau encore au-dessus sur la partie obfuscation des malwares, cette partie de cacher les malwares, ça devient un jeu, on va dire. Encore une fois, ils ont toujours un coup d'avance attaquant, donc oui, c'est faisable. On peut toujours cacher un malware quelque part. Après, encore une fois, du moment qu'on a le disque et la RAM, on a tout ce qu'il faut pour le trouver. Il faut juste être capable de savoir où chercher et comment le chercher. Et prouver que ce soit bien malware. Donc c'est un peu comme du reverse. C'est-à-dire quand on a un virus, on a le virus, si on fait du reverse et qu'on maîtrise bien le sujet du reverse engineering, on est capable de lire le virus, de le comprendre et de savoir ce qu'il fait. Tout est dedans en fait. On peut pas dire ouais mais parce que j'ai pas d'infos, parce que je prends un exemple du web. Le web, on peut dire peut-être que j'ai pas accès à cette page ou à ce dossier parce que j'ai peut-être pas le droit. Là, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Après, il faut juste savoir jusqu'où on peut aller techniquement et potentiellement avec nos connaissances, quoi. Ok. Il y a un sujet qu'on aborde de temps en temps. Alors, on va pas aborder le côté légal parce que ça va durer longtemps. C'est les honeypots. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé en forensique ? Je veux dire en liaison avec une équipe de Blue Team, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas ? Le honeypot, il a un avantage et un inconvénient. L'avantage, effectivement, c'est que l'attaquant, il va vite fait se diriger vers le honeypot et l'analyse va dire ok, comment il l'a exploité, par où il est rentré, et qu'est-ce qu'il a cherché. Ça va d'essayer de comprendre un peu le comportement de l'attaquant. Après, le défaut aussi, c'est de se dire que t'as quand même des pirates qui sont un peu rancuniers et qui n'aiment pas se faire avoir. Donc ça peut aussi être la porte d'entrée pour dire tiens, on va s'acharner sur eux parce qu'ils m'ont eu une fois mais pas deux fois. Donc tout dépend du profil de l'attaquant, mais effectivement le honeypot peut être un bon exemple pour analyser comment fonctionne une attaque ou comment réagit l'attaquant. Et après, tout dépend de l'attaquant. Ça pourrait être utilisé par exemple, je vais dire n'importe quoi moi aussi. Allez, c'est parti. J'ai un VPS, j'installe un honeypot dessus, et est-ce que ça peut me permettre moi de m'entraîner sur mes compétences de forensique ? Oui, bien sûr, tu peux, parce que derrière ça va te permettre de te comprendre par où l'attaquant est rentré, donc tu sais où est la faille, entre guillemets, parce que son honeypot sait qu'il y a des failles. Donc le gars il est rentré, et puis en fait il est tombé sur un mur de briques, il peut plus rien faire parce qu'il est bloqué, il sait qu'il s'est fait avoir, donc après tu peux analyser ton système pour dire voilà, comment il est arrivé ou autre. Ça c'est totalement faisable. Mais tu vas arriver au bout d'un moment en fait où la personne va se rendre compte qu'elle s'est fait avoir, donc elle va plus rien faire. Donc en fait tu vas analyser quelque chose qui te donnera plus grand chose à la fin. Donc tu risques de te dire finalement j'ai peut-être perdu mon temps d'analyser un truc, alors que finalement tu prendras un challenge sur Xbox, il y en a qui sont très sympas, il y en a qui sont très très durs aussi par exemple, et tu peux te casser les dents dessus et te dire là finalement j'ai appris beaucoup de choses. Donc il y aura une finalité par rapport au honeypot qui n'en aura pas. C'est ça. En fait le honeypot, tu sais qu'il y a des gens qui vont tomber dedans, tu vois. Tu sais qu'ils vont tomber dedans et puis tu dis bon je vais l'analyser, super, moi je sais pas où ils sont rentrés parce que la faille elle est là. Voilà, je l'ai configuré comme ça. Donc tu peux faire ton dump et analyser ton dump côté analyste pour t'entraîner, mais je trouve que ça a peut-être moins de valeur, je pense. Mais après c'est mon avis personnel, je pense que je dirais que tout a de la valeur du moment que tu pratiques, mais je trouve que c'est peut-être plus intéressant de faire des challenges qui peuvent avoir le coup, je pense. Peut-être apprendre des choses différentes. Ok, je comprends tout à fait. Après, si t'as envie de le faire, ça peut être un bon exercice, pourquoi pas. Encore une fois, mais j'ai jamais pensé à la question. Je me suis dit, je vais faire ça exprès pour piéger les gens pour l'analyser. Alors, je vais avoir une double question du coup. En engagement réel, quels vont être les principaux défis auxquels tu vas faire face finalement pour récupérer les données ? Et en même temps, je vais lier cette question avec une autre qui est très importante, c'est comment tu détermines les informations importantes et tu les sépares du bruit. Alors déjà, pour déterminer les informations importantes et séparer du bruit, ça va être tout je dirais que... Comment je peux dire ça ? De façon très simple.
En fait, c'est vraiment, je dirais que c'est un peu au feeling. En fait, j'analyse chaque process. Si par exemple je prends un Windows qui a été démarré, voilà, bon, malware, le malware est arrivé. Bah, quand on fait un dump, on commence à regarder les process qui se sont lancés, toutes les commandes qui ont été exécutées depuis le démarrage du système, le timestamp, donc date et heure, ainsi de suite. Savoir si par exemple tu as peut-être 10 commandes qui se sont lancées en même temps. Est-ce que tu n'as pas un sous-process qui est lancé? Je donne un exemple, si tu as MSEdge qui a lancé un PowerShell.exe en process enfant, tu sais que c'est pas normal, donc tu essaies de creuser un peu de ce côté-là. Puis après, tu regardes où est-ce qu'est situé le PowerShell.exe ou le Edge.exe. Peut-être que le Edge, c'est un faux Edge, par exemple, qui s'appelle juste Edge.exe, mais qui est peut-être un faux Edge. Tu dis, tiens, c'est bizarre, le Edge, il se trouve dans c2./user, enfin ton user, dans tes documents. Tu dis, non, c'est pas le vrai Edge. Le vrai Edge se trouve dans le programme file, par exemple. Donc, c'est un peu au feeling, en fait. Je dirais que j'analyse déjà le comportement. Je sais comment fonctionne un système normal. Je me dis que s'il y a un nom d'une librairie que je connais pas, ou s'il y a un nom de process qui me paraît bizarre, ou qui me paraît un peu lourd ou un peu léger, tout dépend de. Voilà, je vais l'analyser, je vais creuser, puis je vais dire non, ça j'arrête là. Je le garde quand même dans un coin sur ma to-do, je dis on sait jamais, et puis après j'essaie d'avancer jusqu'au moment où. Et si je trouve rien, je retourne dessus, quoi. Très bien. C'est un peu ça. Magnifique message dans le chat. aléatoire. Le vrai Edge se trouve dans la corbeille. C'est vrai. Je suis totalement en phase, mais après, bon, c'était un exemple, quoi. C'était un exemple, on peut prendre n'importe quel. Par exemple, ça m'est arrivé une fois d'avoir un malware et il s'appelait msn.exe. Enfin, sur un Windows 10, msn.exe, on l'a plus, quoi. Donc, on commence à regarder, on regarde un peu les métadonnées du programme, puis en fait, on se rend compte que le programme, il a été fait dans un pays où l'informatique n'a pas évolué depuis quelques temps. Et si je dis encore MSN, je sais pas encore pourquoi ils ont pris MSN, mais je me dis peut-être qu'il avait encore un vieux Windows XP, qu'il avait MSN, qui s'est dit tiens, si j'usurpe le programme, c'est vraiment tous les cas d'analyse forensique sont différents. C'est là où ce métier est très intéressant, c'est que chaque cas est vraiment différent. On tombe toujours sur quelque chose de très différent, des systèmes différents, de la mémoire différente, enfin toujours quelque chose de différent. C'est juste incroyable en fait. On a vraiment l'impression d'être des. Enfin, je sais pas, encore une fois, je reprends l'histoire d'NCIS, mais on est là en train de. On cherche partout, on commence à regarder. On a un but, c'est de trouver des infos et d'essayer d'analyser le comportement du secteur normal, qui s'est connecté sur son ordinateur, qui a fait son boulot, et le comportement, on va dire, d'un attaquant qui, lui, a essayé de pas se faire voir, mais de faire des actions malveillantes. Et ça, c'est très satisfaisant quand on arrive à trouver des pistes. Alors, on avait une question sur de la technologie, mais je pense que je vais la tourner un peu différemment. Est-ce qu'il y a certains types d'attaques, de technologies d'attaque, on va dire, de style d'attaque, au fur et à mesure du temps, qui ont fait évoluer l'analyse forensique? Par exemple, à une époque, tu as eu énormément de DDoS par exemple, tu vois, qui se faisait. Là, un peu plus récemment, ça a été tout ce qui était ransomware par exemple. J'imagine que ça a bien changé le domaine quand cette vague-là est arrivée. Là maintenant, on commence à avoir, j'ai l'impression, pas mal de malware qui ont été créés par des IA, tu vois, ou qui sont, qui changent de forme assez fréquemment, etc. Est-ce que toutes ces nouvelles technologies, ça va changer les traces que tu vas trouver, tu vois, les traces techniques vraiment, et puis toi, ta façon d'aller chercher ces indices techniques? Alors, je vais te donner plusieurs cas réels. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai commencé, encore une fois, à faire de l'analyse quand j'étais jeune, vraiment en tant qu'amateur, je suis arrivé, j'avais mon Windows XP, et à l'époque, il y avait cette fameuse vague de malware de la gendarmerie. Tu arrives, tu as été sur des sites pas bien, voilà, et tu as un message, tu dis de payer. Et dès que tu as mis l'ordinateur, tu as le message sur plein écran, c'est vraiment, tout est bloqué. Et ben en fait, on commence à être passionné déjà. Il faut que je m'éclate un peu, et j'avais fait mes dumps. Et en fait, on se rend compte que là, le programme est exécuté et dans une clé de registre, tout simple. Voilà, clé de registre, emplacement. Je démarre en mode sans échec, je supprime la clé de registre, je démarre, je fais OK, plus rien, c'est fini. Voilà, c'était les premières techniques où c'était assez simple parce que les malwares étaient très simples. Après, on commence à avoir des choses un peu plus complexes. Déjà, par exemple, j'ai déjà vu un ver, voilà, il se propage. Et à chaque fois qu'il se propage, il change. En fait, c'est-à-dire qu'il change lui-même, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas le même hash, par exemple. Donc il n'a pas la même empreinte numérique, il n'a pas le même nom, il a à peu près le même poids, mais on se demande pourquoi il change légèrement en fait. Et finalement en fait quand tu essaies d'analyser un peu, tu te dis mais c'est bizarre, il change tout le temps.
pourquoi il change, pourquoi finalement c'est très compliqué de l'arrêter parce que on s'est dit qu'on va créer un petit script par exemple pour dire voilà on va le déployer, puis s'il y a ce hash là, bah non en fait ça marche pas parce qu'il n'y a pas le même hash. S'il y a le poids, non, il n'y a pas le même poids. S'il y a la signature, en fait, la seule façon de le découvrir, de le détecter, c'était le comportement qu'il avait, qui n'était pas normal. Et oui, ça c'était quelque chose de très avancé. Et puis il les a pétés qu'on a aujourd'hui, donc ces attaques-là, c'est juste une misère, on va dire, à détecter. On passe beaucoup de temps à analyser des fois des systèmes. Puis les systèmes sont de plus en plus puissants. Donc quand on a par exemple un serveur qui se retrouve avec 64 Go de RAM, bah t'as un fichier de 64 Go, donc en général n'est pas plein. Parce que tu n'as peut-être pas les 64 Go de prix, mais tu as quand même, je sais pas moi, peut-être 16, 20 Go de prix, donc de données à analyser, ce qui est énorme. Et quand tu as des disques qui font 2 Tera, 4 Tera, quand tu as des disques à faire, je sais pas moi, des raids, ça devient tout de suite, ça peut devenir tout de suite très très complexe, donc faut pas se perdre. Ok. On reste vers le futur, on va dire. Pour toi, c'est quoi le prochain candidat qui va vraiment changer le métier? Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est, je sais pas, tout ce qui est crypto-monnaie? Est-ce que ça va être complètement autre chose? Enfin, crypto-monnaie, pardon, blockchain, je me suis trompé. Est-ce que ça va être complètement autre chose? Alors, blockchain, j'ai déjà pensé, parce que j'en ai discuté avec un ami qui travaille beaucoup sur la blockchain. Pour être honnête, je sais pas. Je sais pas si l'IA va le remporter, si il y aura quelque chose qui va arriver, je sais pas. Encore une fois, ça évolue tellement vite et des fois ça n'évolue pas comme on veut. Je veux dire, on peut prendre plein d'exemples, on dit ça marchera pas, puis ça a marché, puis ça va écarter, puis ça marche pas. Je sais pas vraiment. Je sais que l'IA a le vent en poupe en ce moment parce qu'on en parle de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de travail dessus. Je me dis que peut-être un jour l'IA fera quelque chose d'incroyable. C'est pareil, on peut parler à Monsieur GPT. On lui dit à ChatGPT, ok, crée-moi un malware. Dans les débuts il le faisait. Puis maintenant il le fait plus, puis il y en a qui arrivent à contourner finalement un peu ChatGPT pour dire bon, il arrive à créer des choses. Pourquoi pas, clairement pas. C'est possible, on peut s'en servir, même si c'est restreint de plus en plus, mais je me dis que oui, l'IA sera clairement capable de le faire, et puis un jour, quand il sera assez intelligent, parce qu'aujourd'hui c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui nourrissons les IA, on leur donne plein d'infos, puis ils se nourrissent de ça pour en fournir des nouvelles, peut-être qu'un jour ça sera possible. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je sais pas. Je sais pas qui aura le vent en poupe plus tard, ou est-ce qu'il y aura une nouvelle techno qui va arriver du futur, on sait pas trop. Ok. Dernière question, mais qui est un peu liée au final, enfin qui est très liée même avec ce qu'on vient de raconter. Pour toi, le métier de l'analyse forensique dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Dans 10 ans Dans 10 ans, je dirais que ça va être encore un peu plus complexe parce que on a des systèmes qui sont quand même de plus en plus protégés. Déjà, par exemple, des systèmes qui sont chiffrés par défaut. On prend des disques Windows qui sont chiffrés par défaut avec BitLocker. On prend tous les Macs qui sont chiffrés, on va dire les trousseaux de mots de passe aussi. Voilà, on a beaucoup de technologies. On a les TPM qui arrivent aussi. Donc, on a de plus en plus de sécurité qui nous empêche d'avoir accès à toutes les informations. Donc, ça va être de plus en plus compliqué. Après, de dire que ça va s'arrêter dans, parce qu'on trouvera toujours une solution pour récupérer ces infos, mais plus complexe, je dirais effectivement plus complexe parce que l'informatique va évoluer, donc l'analyse forensique va forcément évoluer aussi, et les attaques vont évoluer aussi dans tous les cas. Donc on va être obligé de suivre les attaquants pour dire voilà, vous avez fait mieux, mais on va réussir à vous trouver quoi qu'il arrive. Donc il faut toujours rester à l'affût en fait des attaquants, de ce qui sortent, des nouveautés. Voilà. Donc oui, ça va évoluer, ça c'est sûr. Après, j'espère que ça évoluera en bien, où on pourra faire toujours de l'analyse forensique et que les constructeurs d'ordinateurs ne vont pas nous empêcher de faire certaines choses ou autres. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Comme je vois sur les téléphones où ça devient plus compliqué. Ok. Impeccable. Ouais, ça parle de quantique et de disruption et de cheveux arrachés. Ouais, bien sûr, alors l'ordinateur quantique, on sait très bien, on peut lui donner n'importe quoi à manger, ça va être assez rapide. Donc si par exemple on prend l'exemple, peut-être que dans 10 ans l'ordinateur quantique va être capable, avec de l'IA, de nous faire des choses incroyables.
peut-être, on va peut-être y finir un dump et puis peut-être que dans 10 ans il nous fera peut-être les rapports aussi tout seul, ça serait parfait. Mais ça serait dommage parce qu'on perdrait aussi la passion. Enfin moi je perdrais ma passion et de dire bah tiens, je pratiquerai mes autres passions, le pentest, le red team, la sécurité, le dev, enfin tout ce qu'on veut, l'informatique. Mais je perdrais aussi mon côté d'analyse forensique et peut-être que je serai encore nostalgique à réinstaller Windows XP pour l'analyser quoi. Voilà peut-être. Mais non oui c'est possible. Je pense qu'avec l'ordinateur quantique dans tous les cas. On va faire de plus en plus de choses avec l'IA aussi, donc pour moi c'est possible. Cyber Talk.